Le titre de notre événement aujourd'hui, c'est Renouvellement du souverainisme québécois. Donc, c'est à ce sujet-là qu'on va les entendre aujourd'hui. Bien, magasin. Bonjour tout le monde. Bonjour, Merci. Christine Labrie, bonjour, et Émilie Lessard-Terrien, qui sont nos trois candidates au porte-parole féminin. Alors, sans plus tarder, parce qu'on a déjà commencé le bloc, allons-y. Alors, la première catégorie de questions portera sur l'accession à l'indépendance. Première question. Et dans l'ordre, ce sera Émilise, Christine et Ruba qui répondront à la question. Depuis sa fondation, Québec solidaire promet une assemblée constituante dès un premier mandat. Depuis 2017, le parti promet également que le référendum qui en découle porterait nécessairement sur l'indépendance du Québec et que Québec solidaire ferait campagne pour le oui. Pourquoi est-ce important de réaliser la souveraineté du Québec dès un premier mandat? Donc, Émilise. Oui, merci. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de réaliser l'indépendance du Québec dans un premier mandat? Parce qu'il y a urgence d'agir. On est devant des crises sociales qui se multiplient, une crise climatique qui est déjà bien entamée, et tant qu'on ne retrouvera pas tous nos leviers politiques pour agir sur chacune de ces crises-là, on va rester pris, en fait, à ne pas pouvoir faire tout ce qu'on pourrait faire pour lutter contre ces crises-là et améliorer les conditions de vie de notre monde et améliorer aussi notre environnement. Et l'indépendance du Québec, moi, j'aime en parler comme un outil pour rapprocher le pouvoir du monde. Donc, c'est un projet qui est essentiellement démocratique. Et pour moi, c'est aussi un antidote au cynisme. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me préoccupe énormément en dehors des crises. C'est le désintérêt de plus en plus grandissant de la population québécoise à l'égard des instances politiques. Et donc, il faut retrouver du sens avec la politique, et c'est ce que ça va nous permettre de faire l'indépendance du Québec en rapprochant le pouvoir du monde, en misant sur la participation citoyenne, et que les gens, quand ils prennent la parole sur un enjeu, quand ils veulent prendre une position, que ça se traduise en gestes, qu'ils ont l'impression d'avoir du pouvoir sur le développement de leur communauté, sur le développement économique, sur le développement social, qu'ils retrouvent du pouvoir sur leur vie. Ben ça peut devenir un puissant moteur d'engagement, et c'est pour ça que en misant sur notre autonomie, notre souveraineté politique, ça va nous permettre de décliner cette souveraineté-là à l'échelle des villes, à l'échelle des municipalités, des MRC, donc de rapprocher, faire descendre des compétences, rapprocher le pouvoir du monde. Et donc, moi, je trouve que c'est essentiel d'y arriver dans un premier mandat, aussi pour ces raisons-là. Et j'aimerais ajouter... Moi, je me suis pas timée, hein? On est rendu à 0 seconde. D'accord, je reviendrai plus tard. Christine. Oui, je répéterai pas tout ce qu'Émilie a dit sur la récupération de nos pouvoirs. Puis effectivement, il y a urgence d'agir sur énormément de dossiers pour lesquels on n'a pas toutes nos compétences actuellement. Mais je vais insister sur l'importance de vraiment lancer le processus d'Assemblée constituante le plus tôt possible quand on va former le gouvernement, parce que c'est un processus qui est long, hein. Le mécanisme d'accès à l'indépendance que Québec solidaire a choisi, c'est l'Assemblée constituante. Ça veut dire qu'il faut déposer un projet de loi. Donc, il faut le préparer. Après ça, il faut l'étudier. À moins d'être on pourrait être un gouvernement majoritaire ou minoritaire, mais dans tous les cas, on va devoir travailler avec les autres partis politiques pour adopter le projet de loi qui va créer l'Assemblée constituante, qui va définir les modalités référendaires qui vont suivre. Et puis moi, je peux pas imaginer qu'on fasse ça sous bâillon. Donc clairement, il va falloir travailler avec les autres. Ils ne nous feront pas nécessairement de cadeaux. C'est un processus qui pourrait être assez long. Le processus de consultation en lui-même, à travers le Québec, qui va impliquer toutes les communautés, le processus de rédaction de cette constitution-là qui va être soumise à référendum, c'est un processus qui est long. Donc, c'est d'autant plus important de l'amorcer dès le tout début d'un mandat de Québec solidaire pour qu'on puisse s'assurer d'y arriver avant la fin à ce référendum-là. Et donc, c'est là-dessus que je voulais insister. On va faire face à des gens, quand on va être au pouvoir, qui ne seront pas nécessairement encore des alliés pour le processus d'Assemblée constituante. Il va falloir se les rallier pour que ça fonctionne bien, puis pour qu'à la fin, on le gagne, ce référendum-là. Donc, il va falloir les impliquer dans le processus, puis ça va prendre un certain temps. Il faut aussi bien commencer le plus tôt possible. Merci. Il reste 23 secondes au moment de l'arrêt.
J'y vais. Ruba. Bonjour tout le monde. Donc, nous, à Québec solidaire, ça a toujours été clair. Là, dès le début, il n'y a pas une seule élection. On n'a pas dit que dès le premier mandat, il va y avoir le premier projet de loi qui va être déposé. Ça va être une loi pour l'Assemblée constituante pour mener à l'indépendance du Québec. Puis, si on se compare, par exemple, au Parti québécois, ça n'a pas toujours été le cas. Le Parti québécois, des fois, ils disent que ça va être dans un premier mandat. Des fois, ils vont dire que ça va être beaucoup plus clair. Ça dépend des fois. Nous, à Québec solidaire, ça a toujours été clair. C'est la tradition depuis les débuts. Même à la dernière campagne électorale, même si nous n'avons pas parlé de l'indépendance dans une sortie comme on l'a fait les autres fois, ça a quand même été dans notre plateforme électorale qui a été présentée à la population. Puis on avait même budgété cette Assemblée constituante. Évidemment, il y a des gens qui pourraient avoir peur qu'on ne va parler que de ça, puis dans un premier mandat, on ne fait que ça. Pas du tout. À Québec solidaire, on est ambitieux, on est capable de mener, de mettre en place cette Assemblée constituante, mais après ça, d'avoir des actions fermes sur la justice sociale, sur l'inclusion, sur l'environnement, etc. Puis, tu sais, on le sait, là, le fédéralisme, là, ça a déjà été essayé par plein, il n'est pas réformable. On ne peut pas changer le Canada de l'intérieur. On le sait, ça a déjà été essayé, puis ça a été un échec. Puis on a un projet de société extrêmement ambitieux en matière de lutte au changement climatique, en matière de justice sociale. On ne peut pas le faire si on n'a pas tous nos leviers pour le faire. On ne peut pas rester dans un État canadien pétrolier si on veut faire la transition économique et écologique de notre économie. Merci. Donc, Christine et Ruba, il vous reste du temps si vous souhaitez un deuxième tour. Est-ce que vous aimeriez en avoir un? Pour compléter? Oui, pour compléter. Ça va? Oui. Parfait. Donc, on passera à la deuxième question, toujours dans le bloc d'accession à l'indépendance. Deuxième question. Selon vous, quels avantages procure la stratégie de l'Assemblée constituante comparativement au processus référendaire de 80 et de 95? Première personne, Émilise. Deuxième personne, Christine. Troisième personne, Ruba. Donc, Émilise, à toi. Émilise? Excusez, on a une petite gestion de micro. Alors, il n'y a pas de problème. Ce qui distingue l'Assemblée constituante et qu'est-ce qui représente un grand avantage, à mon avis, c'est que la population, elle est partie prenante de la démarche. Puis quand on implique comme ça la population tout au long du processus, ben, c'est bien plus facile après d'endosser le résultat et de devenir des relais aussi du projet de constitution qui va être de constitution même qui va être élaboré. Donc, on est vraiment à des lieux là, du référendum, en ce sens où la population, elle est partie prenante. Puis je pense que dans toutes les sphères de la société, en fait, c'est toujours gagnant quand la population fait partie de la démarche. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, là, je pense qu'il me reste quelques secondes, c'est de dire qu'il ne faut pas attendre d'être rendu au pouvoir pour parler de cette démarche-là. Il faut en parler dès maintenant pour tout de suite semer des graines. Il y a beaucoup d'éducation politique à faire sur cet enjeu-là, sur le projet de constitution. Donc, c'est dès maintenant que Québec solidaire doit se prononcer plus favorablement et plus régulièrement sur cet enjeu. Merci. Christine. Oui, bien, je pense que ce processus-là d'Assemblée constituante, le principal avantage qu'il a, c'est de soumettre un réel projet aux gens. Puis on sait que les derniers référendums, ils se sont perdus parce qu'il y a eu énormément de désinformation. Il y a eu énormément de craintes qui ont circulé sur ce serait quoi ce pays du Québec, quels seraient les droits des minorités, par exemple. Il y a toute une série de craintes comme ça qui ont circulé dans la population. Puis je dois dire que je comprends pourquoi les gens se posaient des questions par rapport à ça. Moi-même, ça me rassure de savoir que notre démarche d'accès à l'indépendance, c'est de définir d'avance c'est quoi la constitution de ce pays qu'on veut fonder ensemble. Je pense que c'est ça vraiment notre meilleure carte pour faire adhérer les gens à ce projet-là, de pouvoir leur présenter un projet concret dans lequel ils vont trouver réponse à leurs questions au moment de s'exprimer. Et j'ai l'impression que bien des gens qui ont voté contre les dernières fois pourraient trouver réponse aux craintes qu'ils avaient à l'époque dans une constitution qui aurait été rédigée dans le processus qu'on propose et finalement se rendre compte que ce projet-là, finalement, il les intéresse puis que leurs craintes, elles sont plus légitimes. Merci. Ruba. Oui. Mais, tu sais, en 1980, ça a été un échec. En 1995, ça a été un échec. On peut parler longtemps que ça a été un référendum volé. Je veux dire, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas indépendant.
Donc, c'est important, tu sais, on dit souvent qu'en faisant toujours les mêmes choses, on finit par avoir le même résultat. Fait que si on veut gagner, et que les Québécois aient l'impression qu'à un moment donné, on fait quelque chose qui gagne pour faire l'indépendance, ben, il faut changer de stratégie. Il faut avoir une stratégie gagnante. Puis quoi de mieux à Québec solidaire que d'avoir des projets démocratiques où le peuple se prononce. Pour un parti de gauche, c'est extrêmement important. Puis on est bon dans la mobilisation. C'est vrai que, comme le disait Christine, il y a peut-être des gens qui ont des craintes. Fait qu'on va pouvoir avoir cette assemblée pour peut-être parler de cette crainte-là, puis avoir cette discussion-là. Puis moi, j'appelle ça aussi la façon de faire peut-être qui vient du mouvement des femmes, la façon FD, Françoise David. En 1995, la FFQ n'était pas dans le camp du oui, mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une large consultation de tous les membres de la FFQ. Puis, tu sais, elle a écouté, il y a eu des discussions, des débats, elle a essayé de convaincre des gens. Puis, à la fin, bien, ça a été, je pense, 90% des membres de la FFQ qui ont dit on va aller dans le référendum de 1995 dans le camp du oui. Bien, Option citoyenne, moi, j'étais là, j'ai participé à ce projet-là. Option citoyenne, je me rappelle, on nous faisait reprocher, donc, êtes-vous indépendantiste, n'êtes-vous pas indépendantiste? Mais nous, on avait comme toute une démarche à Option citoyenne, donc ça, c'est l'ancêtre de Québec solidaire, pour dire, est-ce qu'on veut l'indépendance et pourquoi? Ça a été une consultation à finir, bien, finalement, elle a fini par finir, et ça a été, oui, on veut être indépendant, puis après ça, ça a amené à la fusion avec l'UFP, puis au Parti Québec solidaire. Donc, il faut que ce soit la même démarche féministe, la façon FD de faire l'indépendance, c'est-à-dire de consulter largement la population, de la mobiliser, puis après ça, de dire pourquoi, puis qu'est-ce qu'on va faire avec cette indépendance. Il n'y a rien de plus beau qu'une démarche démocratique pour devenir un pays. Merci. Émilie et Christine, est-ce que vous avez des droits de réplique? Oui. Oui, ben, attendez. C'est Émilie en premier. Oui, je voulais juste préciser aussi que, tu sais, l'Assemblée constituante, ça va donner le mandat aux gens qui sont représentatifs de la population de réfléchir à ce projet de pays-là. Donc, c'est une opportunité aussi de réunir autour de la table des gens qui sont issus de la diversité, des membres des communautés autochtones, donc de rejoindre, d'impliquer en fait des gens qui ne sont pas nécessairement les plus politisés ou en tout cas dont les points de vue ne sont pas ceux qui sont le plus mis de l'avant dans l'espace public en général, donc ça permet de ratisser plus large. Pardonnez-moi, c'est terminé, merci. Christine? Bien, effectivement, c'est l'ajout que je voulais faire aussi. On a vu dans le passé que les deux processus référendaires, c'était des processus où il y avait quand même une opposition forte qui se créait dans la population, ça se polarisait. Moi, le mécanisme qu'on choisit de mettre de l'avant à Québec solidaire, ce que je vois là-dedans, c'est un processus qui est rassembleur, qui permet de faire travailler les gens ensemble en amont, puis d'impliquer les groupes qui s'étaient pas nécessairement sentis impliqués la dernière fois, notamment, je pense aux communautés anglophones, aux communautés autochtones également, qui seraient partie intégrante du processus de l'Assemblée constituante. C'est l'occasion d'en faire un projet collectif avec eux, alors que dans le passé, ils ont pu percevoir ce projet-là comme un projet contre eux. Puis ça, on doit l'éviter. Merci, Christine. Malheureusement, 7 secondes, c'est pas suffisant. Oh, je suis d'accord avec ça. OK. Prochaine question, toujours dans le bloc d'accession à l'indépendance. Parmi les nombreux enjeux sociaux portés par Québec solidaire, l'indépendance du Québec est-elle une priorité pour vous? Alors, Christine, Émilie et Ruba. Merci pour cette question-là. Puis, je vais être très, très honnête avec vous. Moi, c'est pas ma priorité à moi. C'est pas ça qui m'a amené à Québec solidaire. Bien que je sois indépendantiste, moi, c'est la question de la réduction des inégalités, l'égalité des chances, la crise climatique. Moi, c'est ça mes priorités à moi. Ce qui m'empêche pas de penser qu'il faut quand même allumer ce rond-là puis commencer à y travailler. Parce que le projet d'indépendance, c'est un projet qui se travaille et pour lequel il faut rallier des gens et ça va être long. On part d'une posture en ce moment où on n'est pas proche d'avoir une majorité de la population qui adhère à ce projet-là et ça va être long à rallier ces gens-là. Donc oui, on doit commencer à le faire tout de suite. On doit s'y pencher. On doit jouer un rôle là-dedans, notamment en parlant au sein de nos propres membres, de nos propres sympathisants, pour lier les luttes qu'ils mènent, qui sont leurs priorités, avec le projet d'indépendance, pour faire comprendre le projet d'Assemblée constituante également. Et pour moi, c'est ça, il faut commencer à le faire tout de suite, tout en travaillant sur le reste. C'est un peu comme quand on fait une recette, qu'on a plusieurs préparations à faire, bien, il y en a certaines qu'il faut commencer d'avance parce qu'elles sont plus longues, puis après ça, on les met là, puis on continue le reste. Pour moi, l'indépendance, c'est ça. Il faut amorcer le chantier de préparation de la population.
Merci, Christine. Émilise. Oui, merci. En fait, moi, ce qui m'a amené en politique, c'est beaucoup la question de la déconcentration du pouvoir. Puis, en ce sens, l'indépendance du Québec, c'est une forme de déconcentration du pouvoir où on va chercher toutes les compétences qui ne relèvent pas de nous à l'heure actuelle pour les ramener dans le giron du Québec et ensuite de les faire redescendre à l'échelle des communautés, des villes, des MRC, des municipalités, des régions, ce qui va nous permettre ensuite d'avoir beaucoup plus d'agilité pour justement jouer sur les enjeux sociaux. En ce moment, moi, je vois beaucoup de problèmes avec la surcentralisation qui empêche les gens d'agir, les gens qui sont sur le terrain, qui les identifient les solutions pour régler les maux. Bien, ils n'y arrivent pas en ce moment parce qu'ils n'ont pas, c'est pas eux qui peuvent prendre les décisions. On ne peut pas s'autodéterminer localement. Et c'est ça que ça va permettre, en fait, d'aller chercher toutes nos compétences et de faire l'indépendance du Québec. En fait, c'est la clé de voûte pour tout le reste. Merci. Ruba. Ben, pour moi, cette question-là, c'est pas une question, moi, c'est quoi mon opinion personnelle? Tu sais, moi, je suis membre fondatrice du parti, puis notre article numéro 1, c'est notre déclaration de principe. J'étais là quand on a voté notre déclaration de principe. On est un parti indépendantiste, féministe, écologiste, on dit même altermondialiste, puis en tout cas, il y en a une autre inclusif. Et tout ça, c'est un peu, moi, je le vois comme la charte des droits et libertés. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. C'est notre projet de société, c'est ça notre fondation qui a été adoptée par tous les membres dès le début, puis c'est encore d'actualité. Tu sais, à Québec solidaire, on parle d'indépendance, mais c'est pas assez entendu dans la population. Moi, ce que je veux, puis c'est pour ça que j'en ai parlé dès le début dans ma campagne, dans le lancement de ma campagne. Après ça, j'ai une plateforme avec 10 propositions, puis qui ne parlent pas toutes de l'indépendance. C'est parce que je trouve que c'est pas assez entendu, alors qu'on a des belles choses à dire sur nous, à Québec solidaire, notre façon, notre couleur à nous, de défendre ce projet de pays qui est inclusif, qui est rassembleur. Puis, tu sais, c'est un outil aussi pour faire notre projet de société, parce qu'on ne peut pas rester dans le Canada, j'en ai parlé tantôt, mais c'est aussi, tu sais, on est dans une course en ce moment, pas juste pour dire, moi, c'est quoi les affaires qui m'intéressent personnellement, on est dans une course pour parler de stratégie. Comment est-ce que le Québec solidaire va pouvoir élargir son électorat? Et pour faire ça, il va falloir parler aux gens des choses qui les intéressent. Puis pour moi, la question de l'indépendance, en la liant à la culture, la protection de la culture, de la langue française, c'est un projet qui va faire que des gens qui ne sont pas dans notre électorat habituel, qui sont plus jeunes, vont nous entendre, vont trouver ça intéressant, que nous aussi, on est fiers du Québec, qu'on l'aime. La fierté québécoise, c'est pas un copyright de la CAQ. Et ça, c'est important, que ça va faire que les gens aussi en région plus éloignées vont vouloir en plus adhérer à ce projet-là. Mais encore une fois, les 18-34 ans, il y a eu un sondage, 43% d'eux disent qu'ils voteraient oui. Donc, même notre électorat voterait oui à 43%, alors qu'on n'en parle pas tant que ça. Je trouve ça extraordinaire. C'est terminé. Est-ce que vous voulez un droit de réplique, Christine et Émilise? Si tu veux. Oui, Christine. Ben, peut-être effectivement... 47 secondes. Effectivement, comme Ruba l'a mentionné, là, la question était, c'est quoi, est-ce que c'est une priorité pour nous? Mais le fait est qu'à Québec solidaire, peu importe la co-porte-parole qu'on aura, les priorités, elles sont définies par les membres. Ce sont nous, ensemble, qui définissons nos priorités, qu'on le fait régulièrement dans nos conseils nationaux, dans nos congrès. Puis, je pense qu'on s'engage tous à mettre ce projet-là de l'avant, dont l'indépendance fait partie. Puis, ces principes-là fondateurs de Québec solidaire que Ruba vient d'énumérer, ils sont tous interreliés, en fait. Ils font partie de chacune des priorités qu'on met de l'avant d'une session d'une année à l'autre. Merci. Émilise, est-ce que tu veux reprendre la parole? Oui, vas-y. 52 secondes. OK. Ben, effectivement, et comme Ruba l'a dit, effectivement, on a des éléments stratégiques il faut relier ça aussi à des éléments stratégiques de croissance pour Québec solidaire. C'est pour ça que moi, j'aime en parler dans une perspective de reprise de pouvoir local. Et ça, je veux dire, peu importe de la communauté d'où tu viens, peu importe où tu habites, tout le monde a envie de retrouver un petit peu plus de pouvoir sur sa vie, sur son organisation locale, régionale, sur les services, comment ils sont octroyés, tout ça. Et donc, pour moi, en parler de cette manière-là, de l'indépendance comme un projet de reprise de pouvoir local, je pense que ça peut être gagnant aussi, puis qu'il y a des gens qui peuvent adhérer davantage à l'idée.
Merci. On passerait au prochain bloc, bloc mobilisation citoyenne. La première question va comme suit. Quels moyens voulez-vous utiliser afin de faire progresser l'indépendantisme au sein de la population générale ou de l'électorat solidaire? Première personne, Christine, ensuite Ruba et finalement Émilise. C'est une excellente question. Il y a des gens pour qui l'indépendance comme fin en soi, c'est suffisant et ces gens-là sont indépendantistes déjà. Il y a des gens pour qui c'est pas suffisant et ces gens-là sont à convaincre et ils sont nombreux. Et j'en ai fait partie longtemps, moi-même, de ces gens-là, puis je m'en cacherai pas, j'ai pas toujours été indépendantiste. Le chemin pour le devenir, je l'ai fait. Je l'ai fait en liant cet enjeu-là à des luttes qui me tenaient à cœur, moi, personnellement, en particulier la lutte environnementale. À force de me pencher sur la question, je l'ai bien vu que les leviers, on les avait pas tous au Québec. Et puis, si c'est une priorité pour moi, l'environnement, eh bien, j'ai besoin de l'indépendance pour cette lutte-là. J'ai besoin de l'indépendance pour qu'on puisse avoir tous nos pouvoirs pour le fleuve, par exemple, parce que c'est pas le Canada qui va nous laisser gérer le fleuve comme on le veut. La même chose avec le transport interprovince, les pipelines. On réussira jamais à arrêter un pipeline de passer sur le territoire du Québec. Si le gouvernement fédéral décide de nous en passer un sur le corps, ils peuvent. La Cour suprême leur a confirmé qu'ils pouvaient. Donc, on a besoin de l'indépendance absolument pour ça. Et je pense que c'est ça la meilleure manière de faire adhérer les gens qui ne sont pas encore indépendantistes à ce projet-là, c'est de lier l'indépendance et les pouvoirs qu'on peut aller chercher à leur lutte à eux, à elles, que ce soit en environnement, que ce soit en matière de protection des minorités, d'inclusion en immigration, protection de la langue même, à tout niveau où il y a des raisons d'être indépendantiste. Puis c'est un effort qu'on doit faire à Québec solidaire, de lier ces luttes-là pour faire franchir le chemin aux gens. Puis je pense que c'est une bonne personne pour réussir à faire ça parce que je sais d'où on part quand on est soit indifférent ou même contre l'idée d'indépendance. Et je sais que ce chemin-là, on peut le franchir. Merci. Ruba. Oui, mais c'est vrai, on n'est pas indépendantiste, on le devient. Même les plus grands indépendantistes du Québec ne l'étaient pas à la naissance. À un moment donné, ils le sont devenus parce qu'ils ont réfléchi et tout ça, puis c'est normal. Puis chacun a son cheminement personnel et qui est différent. Puis moi, je pense qu'un des moyens, c'est d'en parler à notre façon. Puis la façon que Québec solidaire va en parler, c'est que l'indépendance est un projet de transformation de la société. Nous, à Québec solidaire, on est contre le statu quo dans notre société. On ne va pas juste gérer le statu quo. On veut transformer notre société, puis rester dans le Canada, rester dans le gouvernement fédéral, sous le joug du gouvernement fédéral, c'est le statu quo. Donc, logiquement, si on veut transformer notre société, bien, il va falloir faire l'indépendance. Puis, on a aussi, c'est très important de lier, c'est vrai, l'indépendance aussi à la question de la justice sociale, la protection de l'environnement. Ils sont liés parce qu'en devenant un pays, on ne veut pas reproduire les oppressions actuelles. Tu sais, aujourd'hui, on dirait qu'on est juste rendu des identités, c'est quoi notre couleur, c'est quoi notre langue qu'on parle à la maison, etc. Ça existe, puis c'est une réalité. Mais il existe des classes. La lutte des classes, là, je sais qu'on n'a plus le droit d'en parler, mais il faut en parler. Vous appelez ça comme vous voulez. Il y a des gens qui s'appauvrissent de plus en plus, il y a des gens qui s'enrichissent de plus en plus, même dans notre société au Québec. Puis ça, si on veut changer ça, bien, on ne peut pas le faire dans le fédéral. Regardez les 900 millions de dollars là, pour construire du logement social que le fédéral, parce qu'il y avait une bataille entre le Québec et le Canada. Mais pendant ce temps-là, ces logements-là ne se construisaient pas. Là, finalement, ils viennent d'être libérés, ces 900 millions de dollars qui sont notre argent. Fait que voilà une façon de lier la question de l'indépendance à la question de la justice sociale. Puis fait que les moyens, c'est d'en parler de façon concrète. Qu'est-ce que ça va changer dans votre quotidien sur la question de la logement, sur la question de la justice sociale, sur la question de la qualité de l'air, toutes les questions, sur les questions qu'on ne va pas avoir un pipeline pour avoir le pétrole sale du Canada. C'est comme ça qu'on va convaincre le plus de monde. Merci beaucoup. Et Émilise. Oui, très bon. En fait, évidemment, je pourrais faire beaucoup de millage sur ce que Christine et Ruba viennent de dire, sur l'idée de lier ça avec ce que les gens connaissent ou avec les préoccupations premières des gens. Il y a toujours une réponse indépendantiste qu'on peut fournir. Donc, de lier ça à ce que les gens connaissent, c'est la meilleure chose à faire pour ouvrir cet espace-là. Ensuite, Ruba a remis de l'avant cette idée que Québec solidaire, c'est un projet c'est un parti qui veut transformer le Québec. Et ça, pour
garder cet esprit-là bien vivant à Québec solidaire, je pense qu'il va falloir aussi renouer avec des grandes campagnes sur les idées. Et donc, d'être capable de nous projeter à moyen, long terme avec cette vision-là d'un pays, je pense que ça, c'est fondamental. Et c'est peut-être un des avantages que nous avons en étant un gouvernement en attente, c'est d'être capable de parler comme ça à moyen long terme sur des campagnes d'idées de transformation de la société québécoise. Et moi, je pense qu'il faut garder ça bien vivant à Québec solidaire le plus possible. Merci. Donc, à moins que vous demandiez de droit de réplique, je vais cesser de le proposer pour économiser du temps. Merci. Deuxième question dans le bloc. Quelles idées aimeriez-vous mettre de l'avant afin de faire progresser l'appui indépendantiste auprès de la communauté anglo-québécoise? Première personne, Ruba, ensuite Christine et finalement Émilise. Mais tout d'abord, en fait, en continuant à avoir ce discours ouvert quand on parle de l'indépendance du Québec, inclusif. C'est dans notre programme, la communauté historique anglophone, ses droits sont inaliénables, on ne peut pas les changer, puis on veut les garder. Ça, c'est extrêmement important, puis on l'a toujours fait, puis il va falloir qu'on continue à le faire. Et tu sais, il y a des anglophones indépendantistes, ils existent, j'en ai déjà rencontré, peut-être que vous en avez aussi rencontré, mais en même temps, pendant que je dis ça, je veux dire, je ne vais pas parler, être dans l'illusion. Je sais que c'est difficile, que ce ne sera pas facile de les convaincre, puis c'est peut-être pas nécessaire de les convaincre absolument et tout ça. Il faut juste comme parler de l'indépendance de la façon ouverte et inclusive dont on en parle, puis leur dire, les rassurer sur leurs droits. Puis une façon aussi peut-être de le faire, c'est d'investir un petit peu plus, mais peut-être les médias anglophones. J'ai fait, durant l'été, en lien avec la course, il y a comme eu un portrait de moi dans un média anglophone, un long article, The Rover, et peut-être que, tu sais, d'aller là, de leur parler. Puis là, je leur disais, c'est écrit « An immigrant in the National Assembly ». C'est tout en anglais. Puis peut-être que les gens vont dire, tu sais, c'était très, très clair que je suis indépendantiste et pourquoi et tout ça. Fait qu'il faut faire un peu ce travail-là un peu plus. Moi, je le fais beaucoup, par exemple, dans mon comté, dans le Myland, il y a une communauté anglophone qui est là, qui est importante. Et je parle de façon très assumée et naturelle, puis ils voient que, je veux dire, c'est pas un discours revanchard et fermé, historique qui leur fait peur, mais c'est pour ça qu'il faut que notre discours indépendantiste soit entendu. Parce que si les gens ne l'entendent pas, ils ont l'impression que c'est juste le discours de la CAQ puis fermé du Parti québécois actuel. Merci. Christine. Bien, effectivement, comme Ruba le mentionne, les communautés anglophones ont vécu le projet d'indépendance dans le passé comme une attaque. Et puis, ce l'était, là, on ne se le cachera pas. Le projet indépendantiste qui a longtemps été, ou en tout cas, moi, j'ai grandi avec un discours qui sonnait comme ça dans ma tête, une réponse au passé, finalement, pour un geste de réparation pour les enjeux du passé. Et puis, c'était forcément à l'encontre des anglophones qui avaient été l'élite dominante économique du Québec. Fait que c'est pas surprenant que les communautés anglophones sentent que ce projet-là était contre eux, contre elles. Je pense que c'est très important de mettre de l'avant dans le projet de Québec solidaire notre volonté de fonder ce pays avec eux puis avec elles, de les intégrer au processus d'Assemblée constituante qui puisse participer à la définition de quels seront les droits des communautés anglophones et des groupes minoritaires au sein de l'État du Québec. De réaffirmer notre volonté que leurs droits soient défendus dans nos propres intentions par rapport à cette constitution-là, leur faire valoir aussi la possibilité de rapprocher le pouvoir des communautés à travers la redéfinition de nos pouvoirs. Émilie en parle beaucoup de ça. Effectivement, je veux dire, on ne fera pas l'indépendance pour calquer le système actuel, mais avec juste un petit peu plus de pouvoir, on va pouvoir utiliser ça pour redéfinir la répartition de nos pouvoirs au sein des DMRC, des municipalités. Puis ça, c'est pour être à l'avantage à beaucoup d'occasions. Pour les communautés anglophones, notamment en matière d'éducation, elles se sentent lésées par les réformes qui sont faites, et en matière de santé également. Merci. Émilie? Je pense que la première chose que je ferais, ça serait d'aller m'asseoir, en fait, avec les communautés anglophones pour savoir c'est quoi les freins, qu'est-ce qui bloque, comment est-ce qu'on peut dénouer ça, cette absence d'intérêt ou qu'est-ce qui fait craindre les gens, les communautés anglophones avec le projet d'indépendance. Je pense que ça serait la première chose à faire. Puis après, ben c'est ça, on fait la promotion d'un projet de souveraineté qui est ouvert, qui est inclusif, qui va permettre de rapprocher le pouvoir du monde. Et je veux dire,
ce projet-là, il est bon pour toutes les communautés au Québec, pour les communautés autochtones, pour la communauté anglophone, pour les personnes issues de l'immigration qui pourraient y voir aussi et qui pourraient être réfractaires au projet. Donc, l'idée, c'est que ce projet-là d'autodétermination du Québec, la souveraineté du Québec, ça va être bon pour tout le monde. Fait que moi, je pense que la première chose à faire, c'est d'aller prendre connaissance de ces craintes-là. Et puis ensuite, ben, c'est à travers le dialogue, c'est de désamorcer, c'est de cheminer là-dedans ensemble. Merci. Prochaine question. Dernière question de ce bloc thématique. Comment comptez-vous mobiliser les personnes immigrantes de première génération vers le projet d'indépendance du Québec? Première personne, Ruba, suivie de Christine et enfin Émilise. C'est sûr que pour moi, en tant qu'enfant de la loi 101, qui est né ici, qui a appris le français ici, ça, c'est extrêmement important de sentir que les personnes issues de l'immigration se joignent à Québec solidaire. Moi, c'est pour ça que dans ma plateforme aussi, puis j'ai essayé à quelques reprises, puis je veux profiter du débat pour lancer un appel aux personnes issues des minorités, aux personnes aussi qui sont des minorités visibles, etc., qui se joignent à Québec solidaire s'ils sentent qu'ils partagent les valeurs. Des fois, il y en a qui vont partager toutes les valeurs de Québec solidaire, puis ils disent « Ah, mais je ne suis pas indépendantiste, puis, mais je vote pour vous. » Moi, je trouve ça extraordinaire que des gens qui ne se disent pas indépendantistes disent ben, « On va voter pour Québec solidaire. » Moi, je vois le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'ils sont déjà chez nous, puis moi, j'ai envie qu'il y en ait plus qui soient là, puis que ça ne soit pas une crainte. Tu sais, quand on va dans les congrès, les conseils nationaux, c'est quand même, tu sais, la diversité, c'est pas énorme dans notre parti, je le vois, je le constate, puis j'ai envie, malgré les efforts qu'on fait que je profite de cette course-là pour leur lancer cet appel-là. Puis pour moi, je suis convaincue que c'est avec la diversité qu'on va contrer le nationalisme identitaire refermé sur lui-même, revancheur de la CAQ, d'autres partis. Puis si on met de l'avant un nationalisme ouvert, inclusif, progressif, faut qu'on soit sexy par rapport au gouvernement fédéral. En ce moment, le multiculturalisme de Trudeau, il a l'air bien sexy, puis les immigrants, ils ont envie juste de se jeter dans leurs bras, alors que nous, avec le discours de la CAQ et de M. Legault, même s'il s'est excusé après, qui nous dit que c'est suicidaire d'avoir plus d'immigrants, etc., ce genre de discours-là fait en sorte que ces jeunes-là, qui sont francisés, qui aiment le Québec, qui vivent ici, je parle beaucoup des jeunes immigrants, ben, ils sont comme rebutés par ça. Fait qu'il va falloir que nous, qu'on se rappelle de l'esprit de Gérald Godin, ancien député de Mercier, puis qu'on parle comme lui le faisait à l'époque. On le fait déjà, il faut juste qu'on le fasse encore plus, puis que ça soit entendu par ces gens-là. C'est comme ça que je ferai. Merci. Christine. Bien, effectivement, je pense aussi qu'il faut sortir du nationalisme identitaire parce que clairement, c'est un projet dans lequel ils ne se sentent pas inclus parce que c'est un projet dans lequel ils sont délibérément exclus. Puis j'ajouterais même que c'est pas seulement les personnes immigrantes de première, deuxième ou autre génération qui se sentent exclues qui sont pas interpellées par l'approche du nationalisme identitaire. Moi-même, ça me parle pas du tout. Je pense que la génération des jeunes qui a grandi en côtoyant des personnes issues d'un peu partout à travers le monde, eux-mêmes rejettent le nationalisme identitaire, ne se sentent pas interpellés par une approche comme celle-là, puis ça fait partie des raisons qui sont nommées pour rejeter le projet d'indépendance, d'ailleurs, chez les jeunes. Donc, clairement, il faut sortir du nationalisme identitaire. Il faut aussi travailler à développer un sentiment d'appartenance au Québec. Ça, on peut le faire à Québec solidaire. L'État du Québec devrait le faire lui-même aussi. C'est quelque chose qui est très peu fait actuellement. Quand Ruba dit qu'il faut qu'on soit sexy, le gouvernement fédéral, il en met du stock pour développer un sentiment d'appartenance envers le Canada. Si vous avez déjà assisté à une cérémonie d'accès à la citoyenneté, vous en avez peut-être pris connaissance. Pourquoi on n'a pas ça pour le Québec, des cérémonies d'accès à la citoyenneté québécoise? Pourquoi on ne cherche pas à le développer comme nation? Cet accueil-là, ce sentiment d'appartenance aux personnes qui font partie, qui intègrent nos communautés. Donc, moi, je pense que ça fait partie de ce qu'on doit faire, développer un sentiment d'appartenance. Pour vouloir faire un pays avec le Québec, il faut sentir qu'on fait partie de cette nation-là. Merci. Émilise? Oui, plusieurs éléments ont été dits. Je pense qu'il faut parler de la simplification de la vie, peut-être pour les immigrants dans un Québec indépendant. Donc, ça va être quand même beaucoup plus simple si on détient tous nos leviers à l'échelle du Québec pour soutenir nos immigrants, ne serait-ce que dans leur paperasse. Donc, déjà, de mettre ça de l'avant. La question, je pense que d'avoir des ambassadeurs, des bons ambassadeurs, comme Ruba est une excellente ambassadrice, une immigrante de première
génération qui a embrassé le pays. Je pense que ça, c'est formidable d'avoir ça à Québec solidaire. Il faut les multiplier. Ça peut peut-être parfois être plus facilitant. Ça peut permettre de créer des ponts plus facilement. Moi, je le reconnais très bien que Ruba, c'est une excellente ambassadrice et on en a beaucoup au sein de nos membres aussi qui le sont. Je pense que ça peut faciliter. Et comme Christine le dit, développer le sentiment d'appartenance au Québec. Puis oui, à travers des cérémonies d'accueil, mais par chez nous, ce que les organisations locales font pour encourager ce sentiment d'appartenance-là, c'est par exemple, Desjardins va donner un montant si des nouveaux arrivants s'impliquent sur des conseils d'administration ou dans l'offre de loisirs. Ils vont donner aussi un montant d'argent pour soutenir les nouveaux arrivants, pour que leurs enfants participent à des activités parascolaires. Pour développer le sentiment d'appartenance, on a besoin de créer du lien. C'est ça qui va aider, du lien avec la communauté d'accueil. Et donc, il faut offrir ces espaces-là, il faut offrir ces opportunités-là. Et il y a toutes sortes d'outils qui peuvent être mis de l'avant par l'État du Québec, par les communautés locales aussi, si on leur donne les leviers puis les moyens de le faire. Donc, je pense que c'est un bouquet de mesures qui peuvent être mises de l'avant pour développer ce sentiment d'appartenance-là. Merci, Émilise. On passe au bloc maintenant, justement. On en a parlé un peu dans le cadre des réponses précédentes. On passe au bloc sur le nationalisme et l'identité québécoise. Donc, première question. Québec solidaire est-il un parti nationaliste? Est-il souhaitable qu'il le soit? Première personne, Christine. Ensuite, Émilise et Ruba. Ben, merci pour cette question-là. Je pense que ça dépend comment on définit le nationalisme. J'ai l'impression qu'aux yeux de Mathieu Bock-Côté, on ne sera jamais nationaliste parce que dans son esprit, le seul nationalisme valide, c'est le nationalisme identitaire canadien-français. Puis je pense que c'est pas le nôtre. Donc, j'ai pas l'impression qu'on va pouvoir aller chercher ce badge indépendantiste à ses yeux. Mais moi, je me sens nationaliste. Quand les gens nous reprochent tout le temps de vouloir trop nationaliser d'affaires, c'est quoi ça si c'est pas du nationalisme? Quand on a créé Hydro-Québec, c'était un geste nationaliste, ça? Pourquoi nous, quand on veut créer Pharma-Québec, c'est pas considéré comme un geste nationaliste? Quand on veut créer Réseau-Québec, pourquoi c'est pas considéré comme un geste nationaliste? Moi, je pense que notre nationalisme, il prend cette forme-là. Puis c'est un nationalisme qui me parle pas mal plus que le nationalisme identitaire de d'autres personnes, donc j'en suis pas gênée du tout. Le fait de vouloir aller chercher plus de pouvoir comme peuple, de se faire confiance pour gérer des grands dossiers comme ceux-là en reprenant le contrôle, en prenant le contrôle sur notre avenir, moi, je vois ça comme une posture nationaliste également. Je pense qu'on n'a pas à être gêné de cette posture-là qu'on a au niveau du nationalisme. Merci, Christine. Émilise? Alors, sur la question du nationalisme, je pense qu'il faut se réapproprier ce terme-là, un peu comme Christine le dit, là, tu sais, c'est pas, le nationalisme, c'est pas juste la vision de la chose de Mathieu Bock-Côté, comme elle a dit. Donc, il faut se réapproprier ce terme-là. Puis pour moi, le nationalisme, c'est la volonté d'exister d'un peuple. Puis, j'aime beaucoup citer Catherine Dorion parce que moi, c'est une phrase qu'elle a dite, puis qui est sa vision de la chose qui est extraordinaire, qui était de dire un peuple, c'est pas du monde tout pareil, c'est du monde tout ensemble. Puis, pour être tout ensemble, ben, il faut avoir des lieux, en fait, pour se rassembler, pour se concerter, pour réfléchir ensemble, pour créer du lien, pour avoir envie de le créer, ce peuple-là. Je pense que, tu sais, il faut miser sur nos communs. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble comme peuple? La question de l'Assemblée constituante, ben, elle est très propice à ce qu'on ait cette discussion-là. Mais pour affronter la crise climatique aussi, il y a là une opportunité, je trouve, pour réactualiser le discours indépendantiste et comme ça, de se redéfinir comme peuple au regard des défis qui nous attendent, des crises qui vont se profiler à l'horizon. C'est un moyen de recréer du peuple ensemble pour affronter ce qui nous attend. Donc, moi, c'est comme ça que je le définirais, notre nationalisme. Merci. Ruba? Ben, moi, c'est de la musique à mes oreilles, ce que Christine et Émilie disent. Il faut se réapproprier, oui, le mot nationalisme qui fait peur. Puis partout à travers le monde, comme on est très, très content de telle nation qui fête son indépendance, etc. C'est pas du nationalisme, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas fier de ça? Parce que le mot nationaliste,
le nationalisme a été sali par ceux que tu viens de nommer, Christine, en particulier et d'autres. Puis, tu sais, il faut se rappeler aussi, avoir une perspective de l'histoire. Quand on dit nationaliste, il ne faut pas penser à ce qui se passe en Europe. Il faut se rappeler ici, il y a eu une oppression de la population ici francophone au Québec. Il faut se rappeler de ça. Puis si on considère que le Québec est une nation, ben, c'est normal qu'on soit nationaliste. Puis aussi, il faut se rappeler, la gauche au Québec, au début, le premier nationalisme, c'était pour contrer, pour bloquer Duplessis, pour contrer Duplessis. En 1995, c'était pour bloquer le vent de droite qui venait de l'Ouest. Fait qu'il faut qu'on assume un nationalisme, puis le définir comme ça, de gauche, rassembleur, inclusif. On ne l'entend pas assez, ça, dans l'espace public. On entend nationalisme, tout de suite, on a l'impression que c'est divisif, puis c'est tout. Il va falloir se le réapproprier, puis quand on le dit, il faut que ça sonne pour. Parce qu'au Québec, on est fiers de notre nation québécoise, on veut faire un pays, puis donc, on est nationaliste. Il faut l'assumer vraiment. Puis moi, je dis souvent, comme québécoise d'origine palestinienne, j'ai deux nations, la palestinienne, la québécoise, mais je n'ai pas de pays. Tu sais, actuellement, quand on regarde la situation actuelle en Palestine, là, il y a beaucoup plus de possibilités et de chances de pouvoir former un pays au Québec que, par exemple, en Palestine. Mais en Palestine, ils n'ont pas besoin de référendum. Je veux dire, c'est une idée normale. On est Palestinien, on veut un pays, puis on veut l'avoir. Fait que, puis aussi, il y a une question, comme parti de gauche, d'unité nationale. C'est-à-dire que si on veut créer Québec solidaire, on veut être le pont entre la majorité et les minorités, c'est pour qu'il y ait cette unité nationale et non pas une division. Donc, le nationalisme comme outil pour nous rassembler, pour former un peuple et non pas nous diviser, ça aussi, c'est une autre façon d'en parler. Merci. Deuxième question. Quel lien faites-vous entre l'indépendance du Québec et le nationalisme ou, plus généralement, l'idée de nation québécoise? Première personne, Christine, ensuite Émilise et finalement Ruba. Bonne question aussi. Moi, j'ai l'impression que pour vouloir l'indépendance du Québec, ou en général, il faut réunir plusieurs éléments. Une de ces choses-là, c'est qu'il faut sentir que le Québec, c'est une communauté avec ses intérêts propres. Hein, il y a des gens qui pensent ça, il y a des gens qui ne pensent pas. Il faut sentir qu'on fait partie de cette communauté-là aussi. Pour vouloir l'indépendance du Québec, il faut sentir qu'on fait partie de la communauté qui veut l'indépendance. Autrement, il y a toujours la crainte que la défense des intérêts propres de cette communauté-là aille à l'encontre de la défense de nos propres intérêts. Puis c'est pour ça qu'il y a des groupes en ce moment au Québec qui ont des craintes par rapport à l'indépendance. Je pense que ça va leur nuire. Je dis ça parce que ça veut dire que pour rallier les gens à l'indépendance, il faut qu'ils sentent qu'ils appartiennent à la nation québécoise. Puis en ce moment, le discours nationaliste dominant, il exclut beaucoup de gens. Ce discours-là exclut des gens volontairement. Je parle pas, j'ai inclus là-dedans le discours de la CAQ puis le discours du Parti québécois. C'est un discours qui, à mon avis, nuit à la popularité de l'indépendance. Je trouve ça important de le dire. Pour le réaliser, ce projet-là d'indépendance, il va falloir rallier les gens à ce projet-là. Il va falloir qu'ils se sentent concernés et que c'est bon pour eux. Puis si on a un discours nationaliste qui rejette des gens, bien forcément, ces gens-là adhéreront pas à l'idée d'indépendance. Donc, pour moi, il est là le lien entre le nationalisme puis l'indépendance du Québec. Si on n'en développe pas un discours nationaliste inclusif, puis on vient de discuter de pistes de réflexion là-dessus tout ensemble, là, on va aider à la cause de l'indépendance. Puis ceux qui ont un discours nationaliste divisif, qui exclut des gens, ceux-là nuisent, à mon avis, à la cause de l'indépendance actuellement, parce qu'ils sont en train d'envoyer le message à des gens qui ne font pas partie de la communauté québécoise, de la nation québécoise, et donc forcément, ils n'auront pas le goût de militer pour l'indépendance. Merci, Christine. Émilise? Oui, évidemment qu'il y a un lien entre le nationalisme et l'indépendance du Québec. Moi, j'ai l'impression que le nationalisme, c'est un peu comme le carburant ou le moteur d'action, si on veut, pour alimenter le véhicule de l'indépendance du Québec. Fait que oui, il va falloir travailler dans les prochains mois, dans les prochaines années, à développer ce sentiment d'appartenance-là au Québec, ce Québec-là qui nous rend fiers aussi, qui a envie de se prendre en main pour affronter les crises qui nous attendent. Et donc, il y a toutes sortes de façons de développer ce sentiment d'appartenance-là. Ce matin, moi, j'ai publié une lettre qui parlait de souveraineté alimentaire. C'est une des façons de se réapproprier notre alimentation au Québec, de retrouver nos leviers. Et pour y arriver, évidemment que l'indépendance du Québec on va avoir besoin de l'indépendance du Québec pour aspirer à la souveraineté alimentaire.
Donc, créons du sentiment d'appartenance, créons du sentiment d'appartenance avec notre culture aussi, avec notre langue. Donc, déployons en fait les moyens pour que puisse se déployer cette culture-là partout sur le territoire pour créer le plus possible du sentiment d'appartenance. Merci. Ruba? Oui. Bien, la nation québécoise, c'est le peuple québécois. Puis, si on veut faire l'indépendance, c'est pour améliorer la qualité de vie du peuple, de cette nation-là. Puis ça, c'est comme, tu sais, il faut lier l'indépendance aux conditions matérielles, tu sais, le matérialisme historique pour les plus vieux, là. Donc, pour moi, ça me parle encore. Puis, si on était juste des individus les uns à côté des autres, là, puis on a juste nos petits droits un à côté de l'autre, on ne voudrait pas faire un pays. C'est faire un pays, il y a quelque chose de collectif. Le collectif, c'est la gauche, c'est nous, c'est Québec solidaire. Fait que c'est nous qui pouvons porter le plus ce projet collectif. J'écoutais Francine Pelletier parler l'autre jour avec son livre « Le Québec, c'est comme ça qu'on vit au Québec ». Puis elle disait que le nationalisme tout seul, sans projet politique de faire l'indépendance du Québec, souvent ça vire mal ou ça vire à droite. Fait que c'est important de lier les deux, le nationalisme et le projet de pays, pour que ce ne soit pas juste du nationalisme parce qu'on est fiers, puis on est chaud au vin, puis on est donc bien bon, puis on fait attention à notre culture, puis il ne faut pas qu'elle bouge trop, là. Mais non, on n'a pas peur, on a confiance en nous, puis on va avoir du monde, puis on va faire ça tout le monde ensemble. Fait que c'est important de lier les deux. Puis je le répète, c'est pas juste une question parce que ça me touche personnellement dans mon cœur. La réalité, c'est que oui, ça me touche personnellement dans mon cœur, le Québec. Moi, je veux qu'on soit indépendant, puis je trouve qu'on a tout ce qu'il faut pour faire quelque chose d'extraordinaire, puis qu'on devienne un peu un modèle, que ce soit en lutte au changement climatique, pour la justice sociale, partout à travers le monde, comme on l'est, mais on veut le garder, si on veut le maintenir. Mais il y a une question stratégique. Il y a une question stratégique. Les gens ils ont l'impression, à Québec solidaire, qu'on ne dépend qu'une minorité, puis on s'en fout de la majorité, alors que c'est pas vrai. Puis pour faire mentir ça, il va falloir parler plus de notre vision, qui est créer les ponts entre la majorité et la minorité, pour qu'on fasse un peuple commun, tout le monde ensemble. Puis ça, c'est pour ça que je dis que c'est une question stratégique, parce que ça va attirer des gens plus vieux qui ne votent pas pour nous, qui sont dans des régions plus éloignées, où ils veulent avoir des immigrants pour la vitalité de leur région, mais peut-être que ils ne savent pas, ils ont peur pour la nation québécoise qui... Ben là, je m'emporte d'habitude, je parle longtemps là, de ces sujets-là. Oui, bien, ça va pouvoir continuer parce que c'est toi qui commence la prochaine question. Question 3. Quelles actions concrètes pourrions-nous poser afin d'approfondir l'aspect interculturel de l'identité nationale? Donc, en premier, Ruba, ensuite Émilise et enfin Christine. L'interculturalisme, pour que les gens le sachent, je pense qu'on sait, c'est qu'il y a un socle commun. Je parlais avant qu'on n'est pas juste des individus les uns à côté des autres. Ça, c'est le multiculturalisme. Puis c'est pas grave si on s'intéresse à notre voisin ou pas, on s'en fout. On vit tout selon nous ce qu'on a envie de vivre. Alors que l'interculturalisme, on a un socle commun et qui est historiquement la langue française, la culture québécoise qu'on partage, par exemple, souvent dans l'éducation. Moi, comme enfant de la loi 101, j'ai été à l'école publique au Québec, dans une classe d'accueil où est-ce que j'ai appris pas juste la langue, j'ai pas juste appris à conjuguer mes verbes et tout ça, la langue très, très difficile française, mais j'ai appris aussi à chanter Félix Leclerc, j'ai appris la culture québécoise. Puis ça, après ça, quand je rentrais à la maison, bien, ça se passait en arabe, là. Moi, quand je suis encore avec mes parents qui habitent à Laval, c'est en arabe qu'on se parle. Là, moi, j'ai pas d'enfant, mais on essaye d'inculquer ça à mes neveux, nièces, ça marche pas trop, mais bon, ça fait très, très mal à mes parents. Mais là, je m'écarte. Donc, c'est ça, c'est l'aspect collectif de l'interculturalisme, d'affirmer le caractère français. Puis moi, j'ai envie, tu sais, c'est un peu aussi la façon aussi de voir, de ne pas sentir que notre culture ou la langue française va être affaiblie par les autres cultures. Au contraire, elle va juste être transformée. La façon qu'on parle le français peut être transformée. Il n'y a que du beau qui peut arriver là, à une seule condition, que ceux qui viennent de l'extérieur, de l'étranger, qu'on les inclue, qu'ils se sentent inclus et qui se sentent appartenir à la société québécoise. Puis il n'y a pas aucun autre parti de Québec solidaire qui peut faire ça. Merci. Émilise? Oui, merci Ruba de nous rappeler l'interculturalisme sur ces socles communs-là. Puis moi, j'ai envie de dire, tu sais, le Québec, c'est quand même un pays qui peut être très jeune, même si, bon, ce territoire a été habité depuis des millénaires par les membres des Premières Nations, mais notre culture récente, elle s'est quand même développée avec l'apport de communautés
culturelles qui viennent de bien des endroits. Moi, en Abitibi-Témiscamingue, je veux dire, Rouyn-Noranda va célébrer 100 ans en 2026. Imaginez comment c'est une goutte d'eau, tu sais. Et Rouyn-Noranda, c'est fondé avec l'apport de communautés qui ont tellement été importantes dans nos grandes luttes communes. S'il y en a qui connaissent Richard Desjardins, sa célèbre chanson Les Fros, qui parle de ces mobilisations-là qui ont été menées par, oui, les Canadiens français, mais aux côtés des Polonais, aux côtés des Ukrainiens, contre la domination des propriétaires de l'ancienne mine qui abrite maintenant la fonderie Horn. Je veux dire, c'est ça que le commun-là, on a mené des luttes ensemble. On a peut-être un devoir, en fait, de se rappeler de l'apport de ces différentes communautés-là à l'essor du Québec qu'on connaît aujourd'hui et qui sera appelé à se développer éventuellement. L'apport aussi des communautés autochtones dans notre façon d'habiter le territoire, dans notre façon de vivre le territoire aussi. Donc, de reconnaître cette espèce de métissage-là qui a formé, en fait, la société québécoise depuis quelques siècles maintenant et qui va continuer d'évoluer aussi avec l'apport des communautés. Puis je pense que la régionalisation de l'immigration, moi, je peux vous dire qu'en région, il y a de l'appétit pour en accueillir des gens, pour venir contribuer à émanciper nos communautés locales. On va avoir besoin de monde, puis besoin de monde, pas juste des bras, mais besoin de monde pour avoir des enfants dans nos écoles, pour maintenir nos services ouverts. Donc, régionalisation de l'immigration. Merci. Christine. On parle de gestes concrets. Je pense que quelque chose qui va être important, c'est de mettre à jour le récit historique du Québec. C'est quoi la nation québécoise? C'est quoi notre récit historique? Faire de la place dans ce récit national-là aux autres cultures qui ont contribué. Puis Émilie en a donné un élément. Les communautés autochtones, les communautés noires. Je veux dire, il y a encore des personnes noires qui sont ici depuis des générations, qui se sont demandé d'où ils viennent, puis ça surprend encore les gens d'apprendre qu'il y a eu des communautés noires ici depuis des siècles. Je veux dire, tu sais, c'est pas normal, c'est dans la communauté des historiens, ça se sait très bien, mais dans la population générale, c'est pas bien connu encore. Je pense qu'il y a énormément de place pour intégrer dans notre récit national toutes les vagues d'immigration également, puis pas juste en rajoutant des encadrés des manuels scolaires. Là. Je veux dire, ça, c'est fait déjà. Là. En tout cas, on le souhaite. Il ne faut pas juste que ça passe par l'éducation parce que ça va être trop lent comme mise à jour de notre récit collectif. Et bien sûr, ça doit passer par l'éducation, mais c'est quelque chose qu'on doit faire aussi dans l'ensemble de l'espace public, avec la toponymie, avec les monuments qui sont un peu partout dans notre communauté. Pour s'assurer que ce n'est pas juste les jeunes qu'on intègre dans le récit, qu'ils apprennent la participation de toutes les autres communautés à l'histoire du Québec. Tout le monde doit s'approprier cette histoire-là. Puis on doit transformer notre récit national. Tu sais, Riba, je t'entendais nommer Félix Leclerc, puis effectivement, on a des auteurs qui sont des classiques dans la culture québécoise, mais pour moi, Kim Thuy, Dany Laferrière, Caroline Dawson, c'est aussi des artistes, des auteurs qui font partie de notre nation. Puis je sais que tu es d'accord avec moi, là, je sais pas une... Mais ça, il faut l'intégrer aussi à notre discours. Fait que moi, je pense que c'est ça la manière la plus concrète de rendre notre récit historique, culturel plus cohérent avec la réalité, en fait. Parce que la majorité des gens au Québec, c'est pas ça qu'ils ont appris. Merci. Donc, on entame le dernier bloc de ce soir, avant les questions du public. Souveraineté et progressisme. Première question. Selon vous, quels avantages offre un pays du Québec pour les Premières Nations avec lesquelles nous partageons le territoire? Donc, en premier, Émilie, ensuite Ruba et finalement Christine. Déjà, vous dire que, comment je dirais, je me sens un peu mal placée de nommer les avantages du projet de souveraineté à la place des communautés autochtones, mais mettons que je me prête quand même à l'exercice, puis que moi, je vous parle des avantages que je pourrais voir. Beaucoup sur la question, évidemment, là, du territoire, et ce territoire-là qui va être de plus en plus sous pression dans les prochaines années avec les ressources naturelles. Ça fait déjà l'objet de certains
confrontation parfois avec notamment là, les projets, les idées de projets de développement hydroélectrique sur la Côte-Nord, mais aussi pour extraire les minéraux critiques et stratégies avec toute la filière batterie. Il y a déjà là comme des hauts-là de la part des communautés autochtones qui se disent attention, là, nous, on pratique nos activités traditionnelles sur ce territoire-là. Donc, le fait de retrouver en fait tous nos leviers sur le développement de ce territoire-là pour s'asseoir avec les communautés autochtones et se dire OK, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère? Moi, j'ai envie qu'ils soient partie prenante, qu'ils soient assis autour de la table pour que nous ayons ces discussions-là. Et j'ajouterais aussi que, encore au regard des défis qui nous attendent, moi, je pense que ça va être l'occasion de renverser les rapports que nous avons avec les communautés autochtones et de nous mettre dans une posture beaucoup plus d'écoute parce que je pense que les communautés ont beaucoup de clés, en fait, pour faire face aux défis qui nous attendent en matière, justement, avec toute leur connaissance ancestrale, la façon dont ils habitent le territoire, dont ils ont géré les ressources pendant des millénaires qui ne se sont pas épuisées. Je pense qu'on aurait tout intérêt justement de profiter de cette occasion-là pour se remettre en posture d'écoute et d'inverser un peu les rapports. Merci. Ruba? Ouais. Ben, il faut être clair, là, il n'y aura aucun avantage pour eux si on ne fait pas le Québec avec eux et elles, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, moi, je me dis, c'est jamais arrivé dans l'histoire qu'on a fait un pays, une constitution d'un pays en même temps avec les Autochtones. C'est jamais arrivé. Fait qu'imaginez si on faisait l'indépendance avec les Autochtones, ça serait comme une première dans l'histoire. Moi, je trouve ça extraordinaire juste d'y penser. Puis, tu sais, c'est facile on peut dire, on pourrait les inclure et tout ça, ça va être facile. Il y a quand même une méfiance à cause du colonialisme qui a eu lieu dans le passé au Canada, au Québec. Puis, il y a une méfiance qui existe, puis on le sent. Tu sais, rebâtir la confiance avec les peuples autochtones, c'est pas facile. C'est une démarche qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Puis nous, au Québec, quand on dit peuple, on dit le peuple québécois, mais on dit les nations, les peuples. On a écrit un livre, là, les 10 députés, avec deux personnes, Natacha Canapé-Fontaine, puis Michaela Thérèse, des peuples autochtones, qui s'appelle « Ce qui nous lie » pour protéger l'environnement et nos cultures. Donc, on met ça au pluriel. Fait que c'est la façon qu'on en parle. Puis Manon, vous le savez, elle a fait tout le parcours, en tout cas, des rencontres avec toutes les Premières Nations, les 11, mais aussi toutes les communautés. Puis ça, c'est une première qu'une élue ait fait ce travail-là. Ça, c'est quelque chose que Manon a bâti, puis qui doit rester, peu importe qui va être la porte-parole, peu importe si plus tard, qu'est-ce qui va arriver. C'est un héritage important qu'il va falloir qu'on construise ensemble. Puis, tu sais, il va falloir aussi qu'on se fie à ce qui existe, par exemple, de s'appuyer sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. C'est sur ce genre de déclaration-là que ça marche avec la loi actuelle au Canada, la loi des Indiens ou pas. Il va falloir se fier aussi à cette déclaration-là pour continuer là, à bâtir un pays avec les peuples autochtones. Merci. Christine? Bien, effectivement, c'est aux communautés autochtones de nous dire quels avantages ils veulent y voir de fonder un pays avec nous pour le Québec. L'avantage est surtout le mécanisme que nous, on leur propose de l'Assemblée constituante. C'est la possibilité pour eux de participer à le fonder, ce pays, plutôt que de le subir comme ils l'ont toujours fait dans le passé. Ils pourraient participer à rédiger cette constitution-là plutôt que de subir une constitution qui est colonialiste. Participer à définir ensemble la répartition des pouvoirs, peut-être à protéger leur langue, par exemple, parce que c'est des revendications qui sont importantes dans les communautés autochtones actuellement, la protection de leur langue qui sont en extrême péril actuellement. Moi, je vois des possibilités à travers à travers l'Assemblée constituante de veiller à ces enjeux-là, mais à eux et elles de nous dire quels avantages ils veulent voir. Merci. Prochaine question. Quelle importance accordez-vous au projet d'indépendance dans la réalisation des objectifs solidaires en matière de protection de l'environnement et de lutte au changement climatique? Émilise, Christine et Ruba. Ben, merci. En fait, c'est une grande priorité. Je pense qu'on l'a abondamment dit là, depuis dans la dernière heure que
on n'arrivera pas à lutter efficacement contre les changements climatiques sans tous nos pouvoirs au Québec, que ce soit la question des pipelines, mais que ce soit la gestion des pesticides, que ce soit les accords de libre-échange, que ce soit le transport, que ce soit les claims miniers à certains égards. Donc, on va avoir besoin de cette capacité de s'autodéterminer pour mettre en place toute la réglementation ou les outils qu'on va vouloir pour la réussir, la transition écologique au Québec. Et c'est là où je pense qu'il y a une opportunité, en fait, de venir fédérer de nouveaux appuis sur la cause indépendantiste. C'est aussi en parlant de cette façon-là où il y a des gens qui étaient peut-être pas nécessairement indépendantistes, qui sont très écologistes et qui vont se mettre à y voir tous les avantages qu'on va avoir à faire l'indépendance du Québec, notamment pour réaliser la transition écologique, pour lutter contre les changements climatiques. Donc, il y a là une opportunité très stratégique de rallier beaucoup plus de monde au projet indépendantiste. Merci. Christine? Oui, effectivement, puis j'en ai glissé un mot tout à l'heure dans mon autre réponse. Pour moi, c'est là où c'est le plus clair, en fait, le lien à faire avec une autre lutte, c'est par rapport à la lutte au changement climatique. J'ai parlé tout à l'heure du transport entre les provinces de combustibles fossiles. J'ai parlé du fleuve, je rajouterais le ferroviaire aussi. On n'a pas les pouvoirs là-dessus. C'est un enjeu important en matière de transport, mais aussi de sécurité publique, là. Moi, je suis tout près de Lac-Mégantic. Chez nous, on a vécu ça difficilement. C'est pas réglé, hein? Ils font une voie de contournement, mais la réglementation en matière de sécurité ferroviaire, elle est encore complètement désuète. Donc ça, c'est des pouvoirs qu'on n'a pas. Et je pense que c'est essentiel de le faire comprendre aux gens qui ne l'ont pas vu encore dans les mouvements environnementaux. Beaucoup le comprennent déjà, mais pour moi, ces deux luttes-là sont inextricablement liées. Merci. Ruba? Oui, ben, c'est pas cette question-là qui va vous aider à faire un choix entre nous trois, là. Tu sais, on est pas mal d'accord là-dessus, là. Tu sais, on l'a dit, le Canada, c'est un État pétrolier. Les subventions aux pétrolières qu'on a vues, où est-ce qu'on a nationalisé tout ensemble, voyons, on a nationalisé un quoi, là, oui, c'est ça. C'est pas le genre de choses que nous, on nationalise, en tout cas au Québec, ou à Québec solidaire. Les investissements massifs dans les sables bitumineux, la pollution de Port de Québec. Le Port de Québec, c'est aussi de juridiction fédérale. Il y a toute une bataille qui est menée par Zanetti. On veut que le BAP, nous, là, on fait un BAP sur GNL Québec, le gouvernement du Québec, enfin, après chaud de lutte. Il dit c'est terminé, là, il faut attendre encore les études du fédéral. Là, pourquoi ils viennent repasser par-dessus, ce genre de choses-là. Puis, on n'est pas à risque, on ne sait pas ça va être qui au gouvernement après ça, au fédéral, là, puis qui va vouloir nous enfoncer un autre pipeline. Puis des fois, je me dis, peut-être, je ne sais pas qui disait que les jeunes aussi, pour eux, c'est important la protection de l'environnement. Peut-être, je me dis peut-être que le 43% chez les jeunes de 18-34 ans qui disent voter, s'il y avait un référendum, ils voteraient oui à un référendum, mais peut-être parce qu'ils ont vu un lien avec l'environnement, j'ai aucune idée, mais ça pourrait être ça. Puis ça, il va falloir le dire haut et fort pour rallier encore plus de monde avec toute la lutte au changement climatique, puis les changements climatiques qu'on vit en ce moment pourrait peut-être rallier plus de monde, puis saisir à Québec solidaire. Il faut qu'on saisisse les opportunités pour parler de l'indépendance sur différents enjeux. On n'est pas obligé de dire, bon, aujourd'hui, je vais parler de l'indépendance. Il y a plein d'occasions que le fédéral nous donne où on pourrait parler de l'indépendance. On le fait. Il va falloir le faire beaucoup plus. Merci. Dernière question. L'indépendance du Québec est-elle un objectif progressiste en soi ou est-elle avant tout un moyen de réaliser d'autres objectifs progressistes? Alors, Ruba, Christine et Émilise. Ben, pour moi, c'est un faux dilemme. Pour moi, c'est les deux. On arrête de poser est-ce que tu veux l'indépendance pour juste parce que l'indépendance c'est important, puis ça peut être à droite, ça peut être à gauche, ou est-ce que tu veux l'indépendance pour les outils? Pour moi, ça peut être les deux. Il y a des gens, il faut falloir rallier les deux. Ceux pour qui l'indépendance, c'est juste ça, d'être indépendant. Un peu comme je disais, le peuple palestinien, il ne se pose pas la question, on va-tu être à droite, on va être à gauche? Ça peut être correct. Puis il y en a pour qui c'est important parce que pour ce qu'on parlait, par exemple, de la lutte au changement climatique. Donc, pour moi, ça peut être un ou l'autre. C'est un faux débat dans lequel certaines personnes veulent nous faire rentrer. Moi, je veux militer auprès de toutes les personnes qui veulent qu'il y ait l'indépendance.
Puis comme je le disais, je ne vais pas le répéter, c'est-à-dire que quand on va faire l'indépendance, il va falloir l'allier pour Québec solidaire dans notre Assemblée constituante, puis dans l'indépendance qu'on veut faire, on veut l'allier aussi aux conditions matérielles des gens, au logement, à toute la lutte des classes dont je parlais. Je veux qu'on mette ça de l'avant, hein. Je veux qu'on mette nationalisme de gauche, rassembleur, puis je veux mettre lutte des classes aussi dans l'espace public. Il faut arrêter d'avoir peur de nommer les choses pour dire les mots. Fait que pour moi, c'est un faux débat. Voilà. Merci. Christine? Ben, pour une fois, on ne sera pas d'accord. Mais c'est quoi? Tant mieux. Moi, je pense que c'est possible, puis je vois certaines personnes qui sont indépendantistes puis qui ne sont pas progressistes. Là. Moi, quand je vois le Parti québécois avoir un discours, oui, indépendantiste, puis en même temps avoir un discours de fermeture des frontières, pour moi, c'est pas une approche qui est progressiste. On pourrait tout à fait avoir le souhait de l'indépendance puis avoir une approche qui serait hyper centralisatrice en termes de répartition des pouvoirs. C'est pas notre cas, mais je veux dire, c'est quelque chose qui se peut comme posture politique. Donc, pour moi, c'est pas forcément une posture progressiste que d'être indépendantiste. Mon indépendantisme à moi, il l'est. Je pense que ceux qui sont assis avec nous ici ou qui nous écoutent en ligne partagent ça. Mais ça va pas de soi. C'est pour ça que le mécanisme d'Assemblée constituante est important. C'est pour ça qu'il faut le définir, c'est quoi le projet de Québec qu'on veut fonder. Parce que l'indépendance en soi, ça peut être toutes sortes de projets. Puis moi, je ne veux pas d'un Québec indépendant qui va se replier sur lui en fermant les frontières ou qui va répartir les pouvoirs en les centralisant. C'est pas mon souhait. Merci, Christine. Émilie? Mais moi, je pense que c'est les deux. Aussi, c'est un objectif progressiste, mais c'est aussi un moyen de réaliser d'autres objectifs progressistes. Puis en fait, c'est qu'il ne faut pas lui retirer toute sa substance à l'indépendance du Québec. C'est vrai que ça va nous donner plein de leviers, puis moi j'ai le goût qu'on en parle de cette substance-là, puis c'est ça qu'il faut promouvoir sur tous les fronts à partir de maintenant pour créer de l'adhésion, pour parler de ce projet de transformation de la société québécoise avec l'indépendance du Québec, à travers l'indépendance du Québec. Moi, je suis fondamentalement démocratique aussi, et donc cette idée de rapprocher le pouvoir du monde pour lutter contre le cynisme, pour que les gens se réengagent dans une démarche de participation citoyenne, moi, j'y crois à 100 000 à l'heure, et j'ai le goût de parler de cette substance-là dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour que oui, lorsqu'on arrive à l'Assemblée constituante, ben, il y a déjà des graines qui soient semées dans la tête de tout le monde pour faire fleurir ce projet-là, après ça, progressiste, de pays qu'on souhaite pour le Québec. Donc, pour moi, il faut parler de tout ce que ça va nous donner, de cette substance-là, de ces objectifs-là progressistes. Merci, Émilie. C'est ce qui termine nos 4 blocs de questions. Maintenant, la parole est à vous. Donc, je ne sais pas si parmi les réponses qui vous ont été données, d'autres questions ont émergé. Si oui, c'est le temps de les poser. Alors, comme je le disais tantôt, on va prendre 1 minute par personne. On va essayer d'alterner entre la salle et la salle Zoom parce qu'on a des collègues militants, militantes en ligne. Voilà. Alors, il y a un micro qui est ici. Ben, si je peux me Oui, permettre aussi vas-y. pour... là, je vois quelqu'un en virtuel. Ben, il y a 2 personnes en virtuel qui lèvent leur main. Moi, je les inviterais plutôt à écrire leurs questions par chat. Et après, moi, je vais les lire, ici au micro pour eux. Puis, ça va être une alternance homme-femme aussi. Je pense que tu l'avais dit, Valérie. Alternance homme-femme virtuelle, puis aussi présentielle. Donc, voilà. Est-ce qu'on a déjà des gens en présentiel qui aimeraient peut-être poser une question? Il y a quelqu'un 2 personnes. Oui. Oui, tu peux te présenter. Fait qu'on va essayer de minuter ça à 1 minute, s'il vous plaît. 1 minute maximum, s'il vous plaît. OK. Donc, bonjour, Bonjour. je m'appelle Léonard. Je discute régulièrement d'indépendance du Québec avec mon entourage. Et ma mère m'a dit une phrase qui m'a profondément marqué. Elle m'a dit qu'elle comprenait mon point sur l'indépendance, mais que elle, son problème, c'est l'inflation. C'est la crise du logement, que tout coûte cher. Donc, mis à part Québec solidaire, qui a vraiment à cœur ces problèmes-là, en quoi l'indépendance du Québec va régler
ces problèmes-là. Merci beaucoup. Donc, est-ce que peut-être tu peux rester là si jamais besoin de clarification. On a fait les tirages au sort pour les réponses aussi aux questions du public. Alors, celle-ci serait répondue par Christine, Émilise et Rouba dans cet ordre. Si vous avez quelque chose à répondre, bien sûr. Ben merci, merci Léonard. C'est une bonne question. C'est certain que l'indépendance, c'est pas la solution magique à tout, hein. Puis la question de l'inflation, là, on est dans une conjoncture où on ferait l'indépendance demain matin, on n'aurait pas réglé l'inflation. Là, ça vient avec renégocier des accords de libre-échange. Je veux dire, c'est des processus qui vont être longs. Les réponses à l'inflation, il y en a plusieurs qui ne passent pas par l'indépendance, puis qu'on peut mettre en œuvre sans l'indépendance. Ultimement, c'est certain que si on avait tous nos moyens financiers ici au Québec, au lieu d'en envoyer au gouvernement fédéral, puis qu'ils soient investis dans l'industrie des combustibles fossiles, ben, c'est des fonds qu'on aurait pour retisser les mailles dans notre filet social, par exemple, pour éviter d'échapper des gens. Ça peut être une bonne réponse pour protéger les gens face à des crises comme celle de l'inflation. Mais il n'y a pas de formule magique là, qui ferait que l'indépendance du jour au lendemain protégerait mieux les gens contre l'inflation, mais c'est des pouvoirs qu'on irait chercher qui nous permettraient à moyen terme d'y arriver. Merci. Juste pour le minutage, les candidates au porte-parole ont 2 minutes pour répondre. Okay? Émilise? Oui, ben, évidemment, à l'instar de Christine, là, de retrouver tous nos moyens financiers pour agir sur les compétences que nous possédons déjà, mais sur justement la question du filet social, renégocier les accords de libre-échange. Évidemment que ça, c'est fondamental aussi. Moi, je dirais, tu sais, l'inflation, il y a un lien à faire aussi avec la crise environnementale. Je veux dire, il y a des sécheresses dans le monde qui frappent partout, qui fait augmenter le coût des denrées alimentaires, qui fait augmenter le coût du transport parce que dans le canal de Panama, on peut faire passer moins de paquebots parce que le niveau de l'eau baisse. Donc, juste, là, on est dans des long shots, là, j'en conviens, mais éventuellement, pour se réapproprier du pouvoir local, de miser sur notre résilience aussi collective, donc de se réapproprier des savoir-faire, de miser sur l'autonomie alimentaire, l'autonomie manufacturière, ben, il va falloir retrouver tous nos leviers et faire l'indépendance du Québec. Là, j'en conviens que ça ne réglera pas la crise demain matin, mais il faut être capable de parler de ces choses-là et de donner ces images-là, de faire la promotion de ces idées-là à l'ensemble de la population québécoise parce que l'inflation, moi, je ne suis pas convaincue je veux dire, avec les crises qui nous attendent, il va y avoir des impacts partout. Donc, prévenons en soyant le plus résilient possible avec l'indépendance du Québec. Ben, c'est ça. Tu peux dire à ta mère, Léo, que faire l'indépendance du Québec, c'est pas ça qui va régler l'inflation nécessairement. On peut mettre en place des mesures maintenant. Tu sais, à Québec solidaire, on s'époumonne. À chaque semaine, on a une question qu'on pose à l'Assemblée nationale sur comment régler ça, que ce soit par exemple des services de garde dans les écoles qui coûtent extrêmement cher alors que c'est l'école publique, sécurité alimentaire aussi, tu sais, il y a plein de la crise du logement, il y a plein de mesures qu'on peut mettre en place maintenant. Après ça, comme le dit un petit peu, je pense, Émilise, ça veut dire qu'on a des leviers qu'on n'a pas en ce moment. Tu sais, Arun Boisier, il a écrit, parce qu'il est responsable de l'économie, il a écrit au gouvernement de la Banque du Canada pour dire « Hey, ton taux d'inflation, là tu es en train de faire mal aux personnes, arrête de l'augmenter, tu n'es pas vraiment en train de régler comme ça l'inflation. » Fait que là, nous, si on crée un pays, il va falloir se poser la question sur si on ne veut pas recréer les mêmes inégalités, on ne veut pas recréer les mêmes oppressions. Donc, on va dire, ça va être quoi le pouvoir des banques? Tout ça, ça va être réfléchi aussi au Québec. Comment est-ce qu'on veut que le grand capital, si je peux parler en ces termes-là, va continuer à mener nos vies? Fait que ça va être redéfini par une assemblée constituante et c'est déjà comme, tu sais, dans notre programme. Fait qu'il va falloir aussi réfléchir à ça quand on fait l'indépendance, mais il y a des choses qu'on peut faire actuellement. Ça ne se fera pas par un coup de baguette magique. Ça va prendre la volonté d'un parti politique pour que ta mère arrête de souffrir de l'inflation, par exemple. Merci. Merci. Est-ce qu'on a des questions en ligne, Jimmy? Oui, on a une question en ligne qui va être d'un homme aussi. Donc, okay. Autant pour le présentiel que pour le virtuel, ça va être priorité aux femmes si une femme veut présenter une question. Merci. Donc, question de Julien Gaudreau. Trouvez-vous que QS a mis l'indépendance suffisamment de l'avant lors de la dernière élection? Donc, l'ordre pour cette question, Ruba, Émilise et Christine.
Tu sais, je l'ai mentionné un petit peu tantôt, là, la réponse courte, c'est non. Je veux dire, on n'a fait aucune sortie. De la même façon, on ne l'a pas fait aussi sur l'éducation. On n'a pas fait de sortie sur l'éducation. Mais c'est quand même la première fois que c'est arrivé. Toutes les autres fois, même en 2018, si je me rappelle bien, il y a eu une journée, une sortie sur ça va être quoi l'Assemblée constituante, etc. Pourtant, dans la dernière campagne électorale, même si on n'en a pas parlé, c'était écrit dans notre plateforme. Dans notre cadre financier, il y a un journaliste, c'est comme ça a été sorti, puis ça a été mentionné, mais que nous, on l'ait mis de l'avant, ça n'a pas été fait suffisamment. Comme moi, j'aurais aimé que ça soit fait, comme j'aimerais que ça se fasse tout le temps, c'est-à-dire d'en parler, puis de la lier à notre projet de société. Toujours la lier à notre projet de société, dire que c'est important pour protéger notre langue, notre culture, parce que ceux qui les menacent, c'est pas les immigrants, mais ce sont les GAFAM, tu sais, les grandes multinationales. Parler aussi pourquoi on a besoin de tous nos leviers pour protéger l'environnement. Fait qu'il y a plein de façons d'en parler de façon concrète qui peut amener les gens là, à élargir notre électorat, puis que des oreilles qui d'habitude ne votent pas pour nous s'ouvrent. Donc la réponse courte, c'est non. Je pense que c'est la première fois. Il faudrait revoir toutes les sorties, en tout cas par rapport à 2018. Il ne faudrait pas que ça recommence. Moi, je ne voudrais pas que ça recommence. Voilà. Merci. Émilie? Oui, alors évidemment, la réponse c'est non. On n'en a pas parlé suffisamment, mais je pense que c'est pas juste en campagne électorale non plus qu'il faut parler d'indépendance. Il faut en parler tout au long de l'année. Il faut donner des outils à nos associations aussi pour qu'ils puissent lier, par exemple, la question de l'indépendance à des enjeux plus locaux. Il faut faire en sorte que nos membres s'approprient aussi ce discours-là. Donc, il y a beaucoup d'éducation populaire, je pense. Il faut développer le discours, il faut le promouvoir, il faut saisir toutes les opportunités de relier ça, oui, à la question de l'indépendance. On n'en a pas suffisamment parlé en campagne électorale. Et là, c'est c'est plus le temps que jamais d'ici la prochaine campagne, d'ici 2026, de préparer ce terrain-là, d'en parler et qu'en 2026, ce soit mis de l'avant parce que c'est la première chose qu'on doit faire pour faire le projet de transformation de la société québécoise qu'on veut faire. Et moi, je pense qu'il faut renouer en ce sens-là avec des campagnes d'idées qui vont permettre de semer des graines plus à moyen et à long terme. Merci. Christine? Merci pour ta question, Julien. Je vais faire le pont avec la question d'Éléonore juste avant quand même parce que c'est un fait qu'on a peu parlé d'indépendance dans la dernière campagne électorale. Ça, faut le reconnaître d'emblée. En même temps, moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans la dernière campagne électorale, les gens voulaient qu'on parle de l'inflation parce que c'est ce qu'ils vivaient. Tu nous donnes l'exemple de ta mère, Léonore. Avoir eu à parler davantage d'indépendance pendant la campagne électorale, il aurait fallu le lier à cet enjeu très concret-là de l'inflation pour que les gens puissent comprendre pourquoi on leur parle de ça, parce que c'est pas nécessairement évident pour tout le monde, hein, le lien entre les deux. Puis vous avez vu quand on vous a donné des réponses à ça, que le lien entre l'indépendance et l'inflation, c'est pas une réponse immédiate à court terme à la crise de l'inflation que les gens vivent, là. C'est des moyens qu'on va chercher pour plus tard. Donc, je vous dirais que moi, j'ai pas nécessairement de regrets dans le contexte de l'année électorale de l'année dernière. Qu'on n'ait pas mis l'indépendance davantage de l'avant. Je ne pense pas que c'est ça que les gens voulaient voir de nous et que ça aurait changé le résultat pour nous. Mais comme le dit Mélisse, pour moi, c'est un travail qui doit être fait à l'année en tout temps, de lier les enjeux du quotidien que les gens vivent, de lier les choses qui sont importantes pour eux, leurs priorités, leurs défis du quotidien avec la question de l'indépendance. On ne doit pas attendre une campagne électorale pour faire ça. Puis on a un rôle important à jouer pour rendre concret le discours de l'indépendance parce qu'il y a des gens qui ont des préoccupations aussi concrètes que celles de la mère de Léonore. Merci. Je comprends qu'il y a une main levée main levée en salle. Bonjour, moi c'est Jean-Bernard. J'aimerais ça revenir un petit peu sur une des choses que vous avez parlé, c'est au niveau du sentiment d'appartenance à la nation québécoise. Parce que c'est quelque chose qui m'a marqué un petit peu, parce que vous avez parlé beaucoup du fait que il faut s'arranger pour que les immigrants, pour que les personnes qui arrivent au Québec se sentent québécois. Mais quand je parle autour de moi, j'ai l'impression que c'est un problème qui est pas mal plus général que ça.
J'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui sont au Québec, mais qui ne se sentent pas québécois. Moi-même, ça m'a pris 5 ans en Europe pour avoir le goût de revenir puis me rendre compte que j'aimais ça, le Québec. Fait que, tu sais, j'aimerais ça vous entendre à ce niveau-là, au niveau de, tu sais, comment est-ce qu'on fait pour rendre le Québec sexy aux gens, mais pas juste les immigrants, mais pour les autres aussi. Fait que voilà. Merci. Donc, pour cette question, l'ordre, c'est Christine, Ruba et Émilise. Merci Jean-Bernard, c'est une excellente question. Puis moi, je fais les mêmes constats que toi, là. C'est pas seulement les personnes issues de l'immigration qui se sentent pas toujours membres de la nation québécoise, là. Le sentiment de fierté d'être québécois, d'être québécoise, il n'est pas là pour tout le monde. Puis tu dis comment on peut faire pour rendre le Québec sexy. En fait, je me demande comment on peut faire pour redévelopper le sentiment de fierté à l'égard du Québec. J'ai l'impression qu'une des choses qui participe à cette espèce d'absence de fierté pour certaines personnes, c'est de voir à quel point l'infrastructure sociale qu'on avait mise sur pied au fil des dernières décennies, ça s'écroule quand même. Ça nous rendait fiers. La nationalisation de l'hydroélectricité, ça nous rendait fiers. Les soins de santé publique gratuits, l'éducation gratuite comme ascenseur social, ça nous a rendus fiers. Puis ce sont des choses qui sont, pas l'électricité, mais bon, quoi, parfois, ce sont des choses qui sont plus précaires actuellement. Puis moi, je le vois que ça génère une forme d'insatisfaction, un manque de confiance envers l'avenir aussi, envers notre capacité comme État d'avancer puis de prendre soin les uns des autres. Ça ne nous rend pas fiers là, quand on voit ce qui se passe dans le CHSLD. Là. Fait que c'est certain qu'il y a du travail à faire là-dessus pour rendre les gens fiers. Moi, je pense que dans notre projet de société, à Québec solidaire, on a bien des choses à proposer par rapport à ça. Nous, de toute évidence, avec ce qu'on veut faire, on a ce sentiment de fierté-là. On s'en sent la capacité comme peuple d'aller chercher plus de pouvoir puis d'exercer le contrôle sur un paquet d'enjeux. Mais je vois la même chose que toi du côté des gens pour leur rappeler qu'on a été capable de faire de grandes choses et qu'on est capable encore. Il faut mettre en œuvre ces projets-là pour leur faire revivre ce sentiment de fierté. Mm-hmm. Oui, pour moi, c'est obligatoire 5 ans d'exil pour chaque Québécois. Comme ça, ils vont sentir qu'ils aiment le Québec. Tu sais, on a beaucoup parlé des enjeux que moi j'appelle du beurre, les conditions matérielles, le logement, le coût de la vie, tout ça. Ça, c'est important de le lier. Mais tu sais, le peuple, puis les gens, puis les individus, puis vous, tout le monde, là, on ne vit pas que du beurre et de manger et tout ça. On a aussi besoin que notre âme soit nourrie, notre cerveau soit nourri, notre cœur. Fait que tu sais, il y a les enjeux du beurre, mais il y a aussi les enjeux du cœur. Ça pourrait être ça notre slogan, tiens, la prochaine campagne. Il faut aussi parler des enjeux du cœur. Puis j'ai envie de changer. J'ai déjà parlé de tout ce que j'ai dit sur la façon de parler du Québec, la façon que la CAQ en parle, etc. Mais je vais aller sur la culture. Moi, il y avait un test que je faisais souvent pour mes amis immigrants, que ça fait comme longtemps qu'ils sont là, pour savoir s'ils connaissent bien la culture québécoise. Je leur disais, connais-tu, évidemment, le test de Véronique Cloutier? Mais ça fait longtemps que je le faisais avant qu'on en parle. Connais-tu Guillaume Lepage? Connais-tu, tu sais, toutes les grosses vedettes populaires du Québec? Là, je savais, cette personne-là parle français, vit au Québec, il a été à l'école à Québec, mais tu sais, tu sens qu'il coûte pas mal la télévision américaine. Mais là, moi, ce qui m'inquiète le plus, ce sont les jeunes. Je vais dans des classes de secondaire, puis ils les connaissent pas, puis il y a eu, tu sais, tout un truc dans la presse, un dossier sur qui connaît Véronique Cloutier. Chez les jeunes, ces jeunes-là, ils s'appellent Tremblay, Cloutier, tout ce que vous voulez de plus québécois, puis ils ne connaissent pas parce qu'ils sont tout le temps sur Netflix, sont sur les réseaux sociaux. Puis il y a en tout cas, tout un programme à Québec solidaire qu'on peut amener, puis je pense qu'on a déjà parlé de la découvrabilité, s'assurer que quand un jeune ouvre Netflix et qu'il y a des programmes québécois qui popent dans leur visage. Tu sais, Michel Tremblay, là, il a été traduit en roumain. Il a été traduit dans toutes les langues du monde. Comment? En parlant de ce qui se passait dans sa cuisine. Fait que la culture québécoise, elle s'exporte. Ça va être important que tout le monde, là, Puis en ce moment-là, j'ai juste 10 secondes, là. En ce moment, c'est inquiétant ce qui se passe. Il y a l'offre culturelle, il faut développer la demande. Puis il y a beaucoup, beaucoup de choses, en tout cas, dans le milieu de la culture qu'il va falloir développer. Puis un autre sujet qui m'emporte. Émilise, à ton tour. C'est une très bonne question, puis moi j'ai envie de répondre, peut-être, c'est sûr j'ai des repères qui sont un peu différents parce que j'habite en région éloignée, puis mon sentiment d'appartenance, il se définit peut-être un peu
différemment. Évidemment, un sentiment d'appartenance qui est très lié au territoire, où on est très attaché. Puis mon intuition porte sur que les Québécois moyens, peu importe où ils habitent, il a un grand sentiment d'appartenance à ce territoire-là. On les aime, nos grandes forêts, notre territoire sauvage, notre territoire vierge, nos rivières, le fleuve, même notre territoire agricole, notre paysage agricole. Quand on va se promener en Estrie, par exemple, à quel point on trouve ça magnifique. Quand on fait la route entre Québec puis le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la route des montagnes, quand on se promène sur le bord du fleuve. Donc, d'avoir accès à ce territoire-là, je pense que ça, c'est important pour le développer, ce sentiment d'appartenance-là. Ruba a parlé beaucoup de culture. J'en suis aussi, la culture, mais j'ajouterais aussi la culture populaire. Ce qui fait qu'on se sent, on développe un sentiment d'appartenance, de communauté, quand on a des lieux pour se rassembler, quand on a des espèces de référents communs. Puis là, c'est super cliché ce que je veux dire, mais tu sais, nous, c'est le temps de la chasse en ce moment. Puis la dernière journée d'école au primaire, avant de partir pour le week-end de chasse, à l'école de ma fille, ils ont collé l'orignal. Chaque classe envoyait un élève coller l'orignal à l'intercom. J'ai tellement trouvé ça wow, parce que ça nous définit ça pendant toute la période de l'automne, le temps de la chasse, où tu croises tout le monde dans son véhicule avec un dossard sur le dos. Il y a comme quelque chose de hey, on partage quelque chose qui est très lié au territoire, qui est propre à nous. Ces lieux-là aussi où peut se manifester la culture populaire qu'on est en train de perdre. Dans les petites municipalités, dans certains quartiers aussi, on perd ces cafés, on perd ces lieux de rencontre-là pour que puisse naître la culture populaire. Donc, il faut renforcer ça. J'aime beaucoup la chasse. Pour ça. Ouais, c'est ça. Donc, oui, est-ce qu'on a des questions sur Zoom? On en a en Zoom, effectivement. Juste préciser pour les gens qui sont en ligne, là, il y a quand même quelques questions. Évidemment, je vais les filtrer un peu selon l'ancienneté de la question, puis la pertinence, puis aussi, je ne veux pas trop que ça chevauche des questions qui ont déjà été mentionnées. Là, donc, je m'excuse à certaines personnes dont la question n'a pas été retenue. Là. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un en présentiel aussi qui veut poser une question? Oui, il y a quelqu'un ici en avant. Ah, oui. Félix-Antoine, à ce moment-là. Il n'y avait pas de femmes en ligne? Pas de femmes non plus, effectivement. Les femmes dans la Priorité aux salle. Il y a plus de questions là-dessus dans le débat sur l'indépendance et les femmes, c'est dommage. Hein? C'est une bonne idée. D'ailleurs, si je peux recommander Québec, le oui des femmes comme livre sur le féminisme et l'indépendance, très bon livre. Okay. Justement, je vais saisir la balle au bon. Bon, on a tous, comment dire, on regarde les sondages, on le voit, l'indépendance, les hommes sont à environ 10% plus favorables que les femmes. C'est ça, la différence est majeure, puis sondage après sondage, c'est toujours supérieur à 5%. Comme courbe pastorale féminine, le lien avec le féminisme, vous l'avez fait. Il est clair. Comment est-ce que ce message-là, on le communique aux femmes comme parti? Comment est-ce qu'on fait renaître ce sentiment-là d'indépendance, puis de ce désir chez les personnes, les femmes, et je vais étendre les personnes de genre marginalisées de façon générale? Merci beaucoup. Donc, pour cette question, Ruba, Christine et Émilise. Oui, puis c'est un enjeu aussi historique. On se rappelle de l'épisode des Yvettes. Ça fait très, très longtemps que les femmes appuient moins ça. Puis moi, maintenant, en regardant la salle, je me suis posé la même question. Puis je me dis, si on a un mot de la fin, je vais parler de ça. Moi, c'est sûr que que je devienne porte-parole ou pas, là, c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant là, dans le parti, n'importe quand. Peut-être une rencontre entre la CT, la CNF, on a une commission nationale des femmes, puis faire un chantier pour en parler, pour dire pourquoi, comment est-ce qu'on peut en parler dans l'espace public, mais aussi à l'intérieur. Moi, ça fait plusieurs fois qu'il y a le collectif OM là, qui nous a réunis à plusieurs reprises les candidates pour parler de ça. Puis il y avait comme une femme, puis c'était un petit peu l'enjeu qui discutait. Fait que c'est à l'intérieur, puis aussi à l'extérieur. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, est-ce que, par exemple, les femmes, je ne veux pas faire de la petite psychologie, là, j'ai ça, l'essentialisme, là, dire que les femmes s'aident parce qu'elles pensent comme ça. C'est-à-dire qu'elles ont peut-être plus peur de quelque chose qui est peut-être plus risqué. Il y a souvent des gens qui ont dit ça. Peut-être que, est-ce qu'économiquement, ça va nous ébranler? Fait que là, les femmes, peut-être, sont plus pauvres. Peut-être qu'il y a des choses là-dedans. Je suis certaine qu'il y a eu des études sociologiques qui ont été faites là-dessus. Je ne les ai pas lues.
Mais moi, ce serait ça que je ferais. Je ferais comme une rencontre avec la CNF pour avoir un chantier sur comment, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de notre parti, ça mobilise moins les femmes, cet enjeu-là. Puis avoir des actions, puis aussi peut-être avec ceux qui parlent d'indépendance, nos collectifs ou la CT, qui fassent aussi cet effort-là. Pas juste de dire on veut la parité, il faut qu'il y ait tant de femmes pour check, on fait notre rencontre. C'est quoi dans les sujets? Puis ça pourrait aussi nous aider dans comment est-ce qu'on en parle publiquement pour que ça vienne aussi attirer les femmes. Qu'une femme en parle, peut-être qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant. Puis il faut se rallier aussi à notre histoire. Il y a eu le Front de libération des femmes du Québec, qui ont fait toute une action quand il y a eu Michel Chartrand qui était en prison et tout ça, puis qui ont dit on veut qu'il y ait des femmes qui soient présentes. En tout cas, il y a une mobilisation dans notre histoire dont on peut s'inspirer aujourd'hui. Merci, Ruba. Christine? Oui. Bon, mais merci d'avoir posé la question. J'ai un petit peu... Parce qu'on le voit dans la salle ici, puis tu te souviens peut-être, Ruba, quand tu es venu à Windsor aussi, moi, ça m'avait frappé, là. Ça, il était venu par un événement sur l'indépendance à Windsor, puis je pouvais compter les femmes dans la salle sur le doigt d'une main, alors qu'il y avait au-dessus d'une 50aine de personnes, c'était rempli à craquer. Puis je les connaissais toutes, c'était des gens qui sont sur le coco de Sherbrooke, puis moi, puis toi. Fait que c'est un enjeu, clairement. Comment faire renaître le sentiment d'indépendance chez les femmes? J'ai l'impression que comme les femmes ont souvent la charge mentale du quotidien, la charge familiale, puis sont proches aidants, sont souvent plus précarisées, il y a des conditions de vie matérielles qui sont souvent plus difficiles, ça peut sembler un projet abstrait, éloigné de leurs besoins au quotidien. Donc, j'ai l'impression que d'en faire un projet concret, ça peut participer à réintéresser les femmes à la question de l'indépendance parce qu'autrement, ça semble déconnecté de leurs besoins immédiats. Mais on peut le connecter. On doit faire ce travail-là. Aussi, peut-être que l'indépendance, ça a été vu longtemps comme un projet qui était conflictuel, hein, qui était divisif. Les femmes sont socialisées à éviter la chicane, peut-être à moins aborder des sujets comme ça. Moi, j'ai l'impression que notre manière à nous de parler d'indépendance avec l'Assemblée constituante, c'est en fait un projet rassembleur qui peut peut-être être une manière d'intéresser davantage les femmes. Mais on va se le dire, là, le citoyen moyen au Québec, il ne sait pas c'est quoi l'Assemblée constituante, puis il ne sait pas qu'on propose ça non plus. Hein. Donc, en ce moment, c'est certain que c'est pas... on le voit peut-être pas, l'effet de ça, mais si on en parle davantage de ce mécanisme-là pour accéder à l'indépendance, je pense que ça pourrait présenter de l'intérêt pour les femmes. Mais clairement, il y a un travail à faire là-dessus, puis comme parti féministe, on a une responsabilité à prendre de traiter cet enjeu-là. Merci. Émilise? Oui, je voulais parler aussi de charge mentale, mais j'irais peut-être sur... on a peut-être peu de modèles féminins très indépendantistes. On sait souvent, bon, chez Chartrand, Gérard Godin, mais on a moins, ou on utilise moins les références de femmes très indépendantistes. Fait que peut-être qu'il y a là un enjeu que les femmes se reconnaissent moins parce qu'il y a moins de modèles, en fait. Puis là, ben, vous avez trois modèles potentiels devant vous. Peut-être parler aussi, tu sais, le Canada, pour beaucoup de gens, ça fait très référence à l'extractivisme là, et à l'extraction comme ça de nos ressources naturelles. Puis en habitant, moi, dans une région éloignée, une région minière, il y a quelque chose là à lier. Un modèle très extractiviste nuit nécessairement à la condition des femmes. Puis les écarts de pauvreté entre les hommes et les femmes dans les régions qui sont très axées sur l'extraction des ressources naturelles, il est plus important que dans d'autres régions parce que ce sont les hommes qui travaillent dans les mines, ce sont des métiers traditionnellement masculins. Et donc, tant qu'on ne retrouvera pas les leviers pour le développement économique, pour faire un développement économique comme on le souhaite, qui va être aussi au bénéfice des femmes, je pense ça va être difficile, en fait, pour nous. Puis il y a peut-être là, une façon de lier indépendance et féminisme comme possibilité d'améliorer la condition économique des femmes. Merci. On a une femme dans la salle qui a une question. Est-ce qu'on peut l'accueillir au micro? Oui, OK, parfait. Merci. Il faudrait peut-être tirer au sort de Jimmy pour ma prise de parole. Je m'appelle Danielle Desloges, puis vous êtes dans mon comté. Je vote Québec solidaire depuis plusieurs mandats, mais même si je n'avais pas de modèle, parce que j'ai 64 ans, moi j'ai toujours été indépendantiste. En 95, je me rappelle très bien, je suis montée en haut, j'ai sorti ma fille d'1 an de la bassinette et j'ai braillé ma vie.
parce qu'on n'avait pas pu lui donner un pays. J'ai un chum qui, lui, est resté avec le PQ. Bon, il y a des choses comme ça, les gars ne peuvent pas être parfaits. Fait que, qu'est-ce que je peux lui dire? Parce que c'est vrai que j'en avais pas parlé. J'avais pas d'argument tu sais, j'avais pas d'argument à y répondre. Fait que, tu sais, oui, vous cartonnez auprès des jeunes, mais les vieux comme nous autres. Et moi, je pense que l'indépendance, ça peut être une manière d'accrocher la queue des baby boomers et d'accrocher les régions. Vous voulez vous expandre en région, il y en a des indépendantistes en région. Qu'est-ce que je lui dis pour le convaincre? C'est ça. Alors, comment on les convainc? Jimmy vient de faire un tirage au sort. Ce sera donc Christine, Ruba et Émilise à cette question. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à votre conjoint pour le convaincre de se rallier à Québec solidaire pour faire l'indépendance? C'est ça la question? OK. En fait, moi, je vais vous dire, j'ai l'impression qu'on est les seuls à pouvoir la faire. On est les seuls à pouvoir faire l'indépendance. Puis, je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question des personnes qui se sentent rejetées par le nationalisme du Parti québécois. Ces personnes-là n'ont pas l'intention de voter oui à un référendum. Fait que même si le Parti québécois prenait le pouvoir, il y a énormément de gens qui ne seront pas interpellés par leur projet. La façon dont nous, à Québec solidaire, on veut faire l'indépendance, je pense que c'est un projet qui est plus inclusif, qui est plus susceptible d'aller chercher. Puis je ne parle pas juste des immigrants là-dedans, je parle aussi des communautés anglophones, des communautés autochtones. L'approche qu'on met de l'avant est une approche plus rassembleuse qui va forcément, à mon avis, générer plus d'appui à l'idée d'indépendance. Moi, je ne vois pas comment on peut penser réaliser l'indépendance du Québec avec une approche aussi divisive que celle du Parti québécois actuellement en matière de nationalisme. Merci. Ruba, ouais. J'espère que ça va bien avec votre chambre. OK, c'est bon. Votre chicane, là. Ben, écoutez, vous l'avez mentionné, il y a aussi un aspect stratégique, c'est-à-dire d'élargir en termes d'âge, des gens, des baby boomers, des gens plus vieux, qui, comme vous, n'ont pas pu réaliser l'indépendance, puis c'est comme très, très dur pour eux. Puis il y a des gens aussi qui habitent en région. Tu sais, moi, il y a Mathieu Bellil, là, je le dis, je l'ai mis sur mes réseaux sociaux. Il y a quelques jours, il a fait une entrevue à la balado de Fred Savard, puis il a dit que lui, il voit dans la façon que moi, je parle de l'indépendance, quelque chose qui va nous permettre d'aller en dehors de Montréal. Puis là, tu sais, il disait ça aussi parce que là, Fred le niaisait sur le fait que moi, j'habitais à Montréal. Tu sais, puis moi, j'ai réfléchi beaucoup à la question, puis j'en ai parlé ici dans une plateforme pour une porte-parole nationale, une plateforme que vous trouvez sur ma page Ruba 2023 pour le Québec. Voilà pour la promotion. Donc, vous pouvez lui faire lire ça, tiens. Puis, il y a cet aspect. Puis moi, il y a quelqu'un, un péquiste que je nommerai pas, qui m'a dit, tu sais, Ruba, quand il y a eu la charte des valeurs de Pauline Marois, c'est des gens qui ont dit, nous, on quitte le Parti québécois, on n'est pas capable. Mais on n'est pas capable d'aller à Québec solidaire. Ils ont l'impression, tu sais, comme qu'eux autres, la langue, notre culture, tout ça, c'est moins important. Tous les enjeux du bas sont importants, puis c'est important pour ces gens-là. Là, c'est comme si c'est une opposition. C'est tu choisis ton camp. Tu es pour la lutte pour les inégalités économiques, contre les inégalités économiques, ou tu es pour l'indépendance. On peut faire les deux. Là. De la même façon qu'on a ajouté beaucoup la question de la lutte au changement climatique et l'environnement. Ça va faire un projet complet. La justice sociale, l'environnement et la question nationale. Ça va faire un projet complet extraordinaire pour Québec solidaire. Donc, il m'a dit, ben, ils ne sont pas avec nous. Mais il y en a qui observent ce qui se passe maintenant à Québec solidaire. Fait que j'imagine que votre conjoint aussi est en train d'observer. Merci. Et Élise? Ben, ça aurait été le fun qu'il vienne, le mari, pour qu'il puisse entendre tous les échanges qu'on a eus ce soir. Moi, je pense, au lieu de lui dire, moi, je pense qu'il faut aussi prendre acte de ça, de ce que les gens trouvent effectivement qu'on n'en parle pas assez. Et donc, je me vois moins en mode rattrapage de ce qui n'a pas été fait, mais plutôt dans une perspective d'avenir de ce qu'il faut faire. Puis effectivement, il va falloir en parler davantage. Puis vous l'avez bien souligné, il y a effectivement de l'appétit en région pour un discours indépendantiste. Un discours indépendantiste, je dirais, qui est aussi renouvelé dans cette perspective de reprendre du pouvoir. Parce qu'en région, je ne vous cacherai pas qu'il y a quand même des gens qui sont très régionalistes et peut-être même plus régionalistes que souverainistes parce qu'en ce moment, nous, la relation de domination, mettons, je le dis de même, là, entre guillemets, elle est beaucoup
elle est souvent à l'égard de Québec et moins à l'égard du Canada parce qu'on a l'impression que les décisions sont prises pour nous, sans nous consulter et contre nous parfois. Donc, je vous dirais que des fois en région, on est bien en maudit après Québec, avant même d'être en maudit après Ottawa. C'est pour ça qu'il faut parler d'un projet d'indépendance pour faire redescendre des compétences à l'échelle des régions parce que les régions vont être gagnantes. Et j'ajouterais aussi que des régions dans une province de Québec, d'un pays du Canada, ça ne vaut pas grand-chose. Mais des régions dans un pays du Québec, oh là, c'est pas du tout la même chose. Et c'est ça qu'il faut faire valoir aussi aux régions et parler de ça. Comment les régions vont être beaucoup plus fortes en termes de leur développement économique, de télécommunications, de transport. Il faut mettre ça davantage au cœur de notre discours si on veut aller ratisser plus large de ça dans une perspective de croissance pour Québec solidaire. C'est tout à fait gagnant et c'est là qu'est notre défi. Le plus grand recul a été en ruralité, en région. C'est là où on peut faire des gains et c'est comme ça qu'il faut parler d'indépendance pour rallier le plus de monde possible. Merci beaucoup. Sur ça, je ne sais pas si tu avais une autre question de Zoom où on passe à la conclusion. Oui, ça va quand même rondement. Fait que je te proposais justement ça, vu qu'on a encore 10 minutes, peut-être laisser les candidats avoir un mot de la fin. Allons-y. On est à la même place. Fait que un petit mot de la fin, mesdames, avant qu'on se quitte, avant qu'on conclue. Par rapport à ça, on n'a effectivement pas fait de tirage au sort, par contre. Peux-tu m'amener une solution? Ça va être d'abord Émilise, et après, ça va être Christine, et après Ruba. Merci. Donc, dans cet ordre, Émilise. Ouais, parfait. Ça peut aller jusqu'à 3 minutes. Hey, wow! Oh my God! Ben, moi, j'ai envie de vous dire vraiment merci. Je ne sais pas combien vous étiez dans la salle parce que moi, je vois Ruba, Christine et Valérie devant moi, mais en ligne, on a été quand même jusqu'à 80 personnes qui ont assisté. Donc, pour moi, c'est gros, là, je veux dire, ça veut dire qu'il y a de l'appétit pour cette question-là. Les gens ont envie que Québec solidaire parle davantage de souveraineté. Moi, j'en ai fait un des piliers centrales de ma campagne en parlant du territoire, en parlant de souveraineté, en parlant d'économie. Je trouve que les trois sont très liés ensemble aussi pour affronter les défis qui nous attendent. Et dans une perspective de croissance, puis là, je viens de faire mon pitch là-dessus, mais notre perspective de croissance, elle va beaucoup passer par aller chercher des nouveaux territoires qui sont en ruralité, qui sont en région. Et je pense que les gens ont de l'appétit pour ces questions-là, pour l'indépendance du Québec. Il faut être capable d'en parler aussi à travers les repères que les gens ont sur le territoire. Et on a peut-être moins parlé de chacun de nos avantages comme co-porte-parole, mais moi, c'est ce que j'ai le goût d'amener à Québec solidaire, c'est cette complémentarité-là dans le discours pour être capable de parler de tous les enjeux qui nous touchent, mais avec cette lunette-là plus régionale, dans des repères qui sont plus ruraux, plus régionaux, pour faire en sorte que les gens se reconnaissent dans notre discours. Et c'est ça notre défi. Je pense que le défi, c'est que les gens s'identifient à nous. On a beaucoup parlé du sentiment d'appartenance à l'égard du Québec ce soir, mais je pense qu'il faut aussi développer un sentiment d'appartenance à l'égard de Québec solidaire. Puis pour ça, il va falloir qu'on soit capable de nommer les enjeux, de parler des inégalités sociales aussi dans les différentes régions du Québec notamment, mais les inégalités géographiques. Et ça, c'est la contribution que je veux faire à Québec solidaire. Je propose de m'y dédier à temps plein comme porte-parole extra-parlementaire, donc pendant 3 ans, d'arriver à bâtir, à mieux enraciner, en fait, Québec solidaire dans les régions du Québec, ramener plus d'input régional aussi au sein du parti et qu'on ne perde pas cette vision-là, parfois plus moyen, long terme, pour déjà travailler des propositions pour que quand on va arriver en campagne électorale, les gens vont déjà être mûrs, vont déjà être prêts parce qu'ils vont nous avoir entendu parler de ça depuis plusieurs années, déjà depuis plusieurs mois. Donc, c'est ce que j'ai envie de faire au sein de Québec solidaire comme co-porte-parole extra-parlementaire et provenant des régions aussi. Merci, Émilie. Pour répondre à ta question, nous sommes présentement 24, mais il y a des gens qui sont partis, donc d'après moi, ça a monté au-dessus de... Non, on est dans un auditorium avec 1000 personnes. Christine. Merci.
merci aux organisateurs. Effectivement, je pense que c'est l'événement. Bon, on a fait beaucoup d'événements ensemble à 2 ou à 3, puis c'est le plus gros qu'on a fait jusqu'à maintenant. Fait que vous avez mis la barre assez haute pour le débat du parti. Je vous remercie d'avoir fait ça. Il y a quelque chose que j'ai pas eu l'occasion d'aborder à travers les questions. Je vais me permettre de le faire maintenant dans le mot de clôture. Je pense qu'un des défis qu'on a à relever quand même par rapport à l'indépendance, c'est de clarifier c'est quoi notre vision à nous. On parle souvent de l'Assemblée constituante et c'est précieux, puis on a dit pourquoi. Mais même si on ne l'écrira pas nous-mêmes, cette constitution-là, il faut la développer clairement. C'est quoi notre vision de qu'est-ce qu'on voudrait voir dedans? On va vouloir mettre nos idées au jeu, nous aussi. C'est quoi qu'on veut comme décentralisation, qu'on veut déconcentrer les pouvoirs, puis Émilie en parle. Moi, je suis pleinement d'accord avec ça. On va vouloir redéfinir la répartition des pouvoirs sur notre territoire, mais on ne l'a pas fait, cet exercice-là. Nous, les pouvoirs qu'on va aller rechercher, on veut les utiliser comment? En matière de ferroviaire, par exemple, en matière dans l'environnement et tout ça, faut le faire l'exercice. Parce que, j'en ai parlé à quelques occasions, rendre le projet d'indépendance concret, c'est ça qui va permettre d'aller chercher des nouvelles personnes pour leur faire adhérer à ce projet-là, soit en rassurant des craintes ou soit en donnant un sens à ce projet-là pour les personnes qui n'en voient pas un jusqu'à maintenant. Puis je trouve que jusqu'à maintenant, on a un peu fait l'économie de cet exercice-là en sortant tout de suite la réponse de l'Assemblée constituante. Puis bon, ce mécanisme-là, à mon avis, c'est le meilleur, mais ça ne nous dispense pas de faire l'effort de parler de notre propre vision de ce serait quoi un Québec indépendant. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir été là. Puis j'encourage tous les hommes qui sont ici à inviter une femme la prochaine fois quand ils vont participer à un événement où il est question d'indépendance. Puis les femmes, vous pouvez amener vos conjoints aussi. Puis on va rejoindre Québec solidaire puis sont au Parti québécois, mais on est quand même contents. J'espère que le souper va être bon. Merci d'avoir été là ce soir. Merci, Ruba. Ben, merci beaucoup tout le monde. Merci à Émilie, à Christine. C'est le fun, on est rendu maintenant habitués. Là. On se voit avant, on se voyait en soupant, là on se voit dans des débats. Donc, voilà. Puis aussi, merci à la CT d'avoir pris le temps d'organiser ça. Je sais tout le travail que ça a pris. Les questions étaient vraiment fouillées, recherchées. Puis c'était vraiment tout un effort. Puis on le voit, hein, l'intérêt médiatique sur cette question-là pour voir si on était vraiment indépendantiste. Ben oui, ça fait combien de temps qu'on parle? Là? Ça fait 2 heures qu'on parle d'indépendance à Québec solidaire. C'est extraordinaire. Puis on a parlé de tout notre projet de société. On n'a pas dit on parle d'indépendance puis on laisse tomber tout le reste. Ben non, on est capable, comme on l'a fait au début, on parlait surtout de la justice sociale, la question de la lutte au changement climatique. Moi, je me rappelle, c'est venu un peu plus tard, quand j'étais en 2007 puis 2008, je me présentais aux élections, on disait qu'on était un parti écologiste. Mais c'était pas ça qui prenait toute la place, parce que dans la société, on n'était pas rendu là avec la question des changements climatiques. Même si moi, je suis là-dedans, je baigne là-dedans depuis très, très longtemps, parce que j'ai une maîtrise en environnement depuis le début des années 2000, mais c'était pas ça le sujet de l'heure. Puis après ça, on a mis de l'avant la priorité qui était la lutte au changement climatique, mais on n'a pas dit que la justice sociale, on jette ça. Fait que maintenant, de mettre de l'avant, comme moi je le propose depuis le début, très, très fortement et de façon extrêmement assumée, claire, sans aucune ambiguïté, la question de l'indépendance, ben, on n'est pas en train de mettre de côté la justice sociale, les inégalités économiques, la redistribution de la richesse, la lutte au changement climatique, la protection de l'environnement. On est capable de faire ces 3 affaires-là que moi je mets ensemble, l'environnement, la justice sociale et la question nationale, la question de l'indépendance, à notre façon, notre belle façon que nous, à Québec solidaire, on en parle, on a besoin d'être entendu. Il y a des gens, je le sais, qui attendent ça partout au Québec, puis c'est un espace qui est occupé par personne. C'est à nous, cet espace-là, de l'occuper. Il ne faut pas juste aller sur la technicalité. Ah oui, on va faire une assemblée constituante, il va y avoir combien de sièges, tout ça. Il va falloir qu'on commence à saisir toutes les opportunités d'en parler à notre façon, puis que ça soit entendu. Puis moi, partout où je vais, notre grande richesse, c'est nos membres. Nos membres, on a 20-25 000 membres, ils sont partout. On est en train de faire la tournée, on les rencontre tout le monde, on les connaît maintenant tout le monde par leur prénom, les 25 000 membres, 25 000 membres. On les connaît presque. Puis personne ne me dit « Ah mon Dieu, c'est horrible que tu mettes de l'avant l'indépendance. » Ruba, voyons donc. Puis les médias, dès le début, beaucoup de journalistes m'ont posé la question « Ruba, comment les banques voient ça que tu mets de l'indépendance? » Je dis « Ben, je la sors pas de ma poche de derrière. C'est dans notre programme, c'est dans notre déclaration de principe. C'est dans notre plateforme. On a même mis de l'argent dans notre cadre financier pour dire qu'on est indépendantiste. Mais parlons-en, mais de façon assumée, claire. Puis moi, je suis certaine que ça va nous permettre de grandir à Québec solidaire. Ça va être bon aussi pour le Québec que ce discours-là soit entendu pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci, Ruba.
Ruba, merci Émilie, merci Christine d'avoir participé à l'exercice. Oui, ben merci aussi à tout le monde, là. Je me permets de le dire en tant que responsable de la CT. Et puis, pour information, on avait jusqu'à 30 personnes en présentiel et en virtuel jusqu'à 81. Donc, on a à peu près eu 110 personnes au total. Donc, c'est vraiment satisfait. Un très beau succès. Bravo. Merci.